Enfin. Pirater, c'est légal. Radiopirate.com. On fait un Pirate Liberté pour commencer tout de suite parce que je pense pas qu'il y aura un plus gros sujet aujourd'hui que celui qui nous est arrivé hier soir avec l'intervention de Donald Trump sur les libéraux et sur Poilièvre. Quand même assez spécial. Et c'est drôle hein, parce que tout le monde est unanime sur la manière de voir ce qui est arrivé. C'est que tout le monde pense que Trump choisit les libéraux parce qu'ils sont plus faibles. Donc, ce serait un compétiteur plus faible que Poilievre peut l'être. Je peux juste vous dire une affaire, OK? Donald Trump n'a aucune idée de qui est Mark Carney. Là. Il n'a aucune idée de qui est vraiment Pierre Poilievre. Il n'est pas capable de dire lequel des deux va être le plus tough à négocier. Il n'est pas capable de dire quel des deux sera le plus faible. Donc, faut arrêter nos histoires, là, de penser que Donald Trump passe ses journées à analyser la politique canadienne pour savoir qui est le meilleur et qui est le plus faible. Ces affaires-là n'arrivent pas, là, OK? Donc, je trouve que le thinking est un peu trop... c'est un peu too much, là. Je veux dire, non. Ah oui, donc là, maintenant, qu'est-ce qui va arriver? Est-ce que les Québécois qui ont laissé tomber le Bloc québécois pour le Parti libéral de Mark Carney, est-ce qu'ils vont switcher de bord? Parce que là, Trump veut avoir une victoire des libéraux. Comment filent les libéraux en ce moment de savoir qu'ils ont un thumbs up de Trudeau? Donc là, c'est en train de fucker patente. Si je vote Carney, je fais plaisir à Trump. Oui. Ça exact. Pas, voilà. C'est exactement le thinking. Parce qu'il faut. Dans le coco, ça travaille. Là. Oui. Donc, il faut juste rester là. Il faut juste rester là. Il ne faut pas aller trop loin. Allez pas dans l'histoire de il est mieux Carney, ça va être plus facile, il va pouvoir nous écraser, il va pouvoir nous annexer. Arrêtez ça, là. Trump gère la fin de la guerre avec l'Ukraine et les Russes, là. Trump est en train de gérer le prochain tournoi de hockey, là. Il n'a pas le temps de s'occuper de Mark Carney puis de Poilievre à savoir lequel des deux est le plus fort ou le plus faible. Il n'y en a aucune espèce d'idée, il ne connaît ni un ni l'autre. Ben, nous autres non plus, on les connaît pas. Comment lui pourrait les connaître? Moi, je peux même pas vous parler de Poilievre, je le connais pas. Je peux pas vous parler de Carney, je le connais pas. On commence à le découvrir un peu, mais encore là, j'ai pas d'idée vraiment qui il est, ce gars-là. Donc, on fait de la grande analyse, de la suranalyse, mais c'est dans notre cours que ça... je dirais, l'observation que vous avez à faire, c'est comment les libéraux vont réagir. Quand je dis les libéraux, je parle pas du Parti libéral. Ben oui, un peu eux autres, là, indirectement, mais même les libéraux, même les gens qui veulent voter pour Mark Carney. Wow! Trump dit, ouais, c'est pas mal lui qui... Je vais autant me négocier qu'eux autres, etc. Hey, là, ils sont mêlés pas à peu près. Là, ils sont mêlés pas à peu près. Une des affaires que faut... tu sais, qui n'a pas été... En tout cas, j'ai pas lu ça nulle part, des réactions des gens quand ils ont entendu Trump. Je vous dirais que c'est... moi, ce qui se passe dans le camp des libéraux, ça me dérange, plus ou moins. OK? Moi, j'aurais aimé... Regarde, je vais juste résumer où je suis. Là, vous allez dire, regarde, Jeff, c'est un peu compliqué son affaire, mais ça l'est pas tant que ça. OK? Mes valeurs, mes idées, c'est Maxime Bernier. Si je regarde, là, pour moi, les vrais conservateurs, c'est pour moi un vrai parti républicain. Pour moi, les vrais conservateurs, c'est le parti de Maxime Bernier. La rumeur veut que Maxime Bernier soit en Floride pour un podcast. Je pense que c'est PDB, un podcast, pardon, de même, qui est fait en Floride. Et il a parlé du Texas. Il n'y a pas beaucoup de podcasts au Texas qui sont des podcasts sont des podcasts assez importants pour prendre l'avion et s'en aller au Texas. Donc, la rumeur veut que la semaine prochaine, Maxime Bernier soit avec Joe Rogan. Donc, Joe Rogan inviterait Maxime Bernier. Donc, pour moi, OK, si vous me posez la question là, dans l'échelle canadienne, si vous mettez ça dans un genre de tableau, les conservateurs sont le parti de centre, le parti de droite et le parti républicain, le vrai parti conservateur, c'est le parti de Maxime Bernier, c'est le Parti populaire du Canada. Ça, c'est moi. OK? Vous avez peut-être un autre gauge, c'est correct, là. Mais moi, je vous donne le mien. C'est ça. Je suis là pour ça. Donc, je peux pas jouer là. Je l'ai dit cette semaine. Je suis pas capable de...
suis pas capable de vous inventer des histoires pour essayer de faire plaisir au monde. Là. Donc, je suis ce que je suis. Donc, je vous dis, moi, ce que je vois. Donc, mais ça m'empêche pas ça m'empêche pas de rêver d'une certaine manière. Peut-être que rêver est un grand mot, là. Mais ça m'empêche pas de penser qu'il faut que le Canada passe des libéraux conservateurs. OK? Ça m'empêche pas de... Et même si j'ai des réserves sur Pierre Poilievre, même si j'ai des réserves sur son équipe, même si j'ai des réserves sur les conservateurs québécois qui sont les candidats ou même les élus actuels du Parti conservateur. Même si le Parti conservateur n'est pas mon parti préféré parce qu'il est trop rendu un peu soft, un peu genre Parti conservateur progressiste du temps, n'empêche que ce serait 100 fois mieux qu'un Parti libéral au pouvoir. OK? On s'entend là-dessus. Mais Pierre Poilievre fait tout pour perdre. C'est ça que personne ne parle. Tout le monde parle, il veut Marc Carney parce que Carney est plus faible que Poilievre. Non, le bout important de la passe de Trump d'hier, c'est ce qu'il dit sur Poilievre. C'est pas ce qu'il dit sur Carney. Et le bout sur Poilievre que lui retient, je vous le dis, là, il passe pas ses journées à parler de politique canadienne. Pensez pas ça, là. OK? C'est des affaires qui arrivent bien vite. Ça se passe bien vite. Puis, il entend des brides de tout ça. Et ce qu'il sait, c'est que Poilievre l'a comme reviré. Tu sais, je suis pas là pour plaire à Trump. Trump m'aime pas. Je suis pas un Trumpiste. Je veux pas ci. L'Ukraine, la ci, la ça. En fait, il est toujours contre Trump. C'est une très mauvaise idée. Mauvaise stratégie. Très mauvaise stratégie. Quoi tu penses? C'est ça qu'il faut regarder de cet échange-là. C'est ça qui est important de cette histoire-là. C'est que il a perdu à date... Regardez Poly Marquette. Poly Marquette, c'est peut-être juste 25 personnes qui travaillent, là, mais Poly Marquette à date, sur tout ce qui analyse, ils sont pas mal dessus. Là. Ils sont pas pires. Et Poly Marquette est en train de nous montrer qu'on s'en va vers un Canada avec un parti libéral, avec Mark Carney comme premier ministre, pour 4 ans. Et les chiffres qu'on a devant nous autres, c'est majoritaire en passant. Le dernier sondage, il est majoritaire. Il est majoritaire par 5 sièges. Oui, exactement. 5 sièges. Donc, c'est ça qu'il faut regarder. Le reste, plus ou moins important, là, tu te dis, ouais, mais comment il a pu l'échapper de même? C'est ça qu'il faut regarder. Parce que ça peut nous servir. Ça peut servir à Éric Duhem, ça peut servir... Tu sais, à un moment donné, il va falloir qu'on ait des partis politiques qui sont des gens... C'est surtout les gens de... Je sais pas pourquoi les gens de droite au Canada et au Québec, ils s'écroulent de même. Je comprends pas ce bout-là. Vous voulez faire plaisir à qui? Est-ce que vous pensez sérieusement que les libéraux vont aller voter pour vous autres à un moment donné, même si vous êtes plus libéral que conservateur? Ça n'arrivera pas. Vous avez l'étiquette qui déteste. Donc, concentrez-vous sur « je veux faire plaisir à ma base, je vais solidifier ma base, je vais continuer à solidifier, puis tout le reste va suivre. » C'est la théorie de la tache d'encre. OK? C'est le même que ça fonctionne. Donc, la tache d'encre, c'est la base, tu t'échappes l'encrier, tu l'échappes sur sa nappe, ça fait un gros spot noir, tu reviens une demi-heure plus tard, puis le spot est rendu à 1,5 pied de large de chaque bord. Donc, c'est ça le principe. Mais pour ça, il faut que tu aies une base solide, il faut que ta tâche soit grosse pour qu'elle se répande. Et il avait réussi ça. Mais l'histoire de Trump l'a complètement sorti de son plan de match. Et en ce moment, c'est pas une victoire des libéraux, c'est pas une victoire de Mark Carney, c'est une défaite de Poilievre. Il y en a qui vont dire « Ouais, mais il n'est pas si descendu que ça. C'est plutôt le NPD qui est allé se joindre au Parti libéral. C'est peut-être plus même les bloquistes qui ont grossi la patente. » Oui, c'est vrai. C'est vrai, mais je veux dire, à quelques semaines ou à quelques mois d'une élection, avec le vent qu'il y avait dans sa voile, il était sur le bord de tout remporter, même si les gens allaient se joindre un peu plus au Parti libéral pour contrer les conservateurs. Bien, il s'est autodétruit lui-même. Et c'est ça que vous devez regarder, parce que je pense qu'il est trop tard, OK? Il y a beaucoup de monde qui pense que c'est peut-être temporaire, la popularité de Mark Carney. Moi, je pense que non. Je pense que
l'establishment canadien a décidé que ça allait être eux et l'establishment. Puis les Canadiens ne sont pas les Américains. Les Québécois ne sont pas les Américains. Là. Donc, comparez pas l'histoire de Kamala Harris puis Trump à travers. Il n'y a pas de Trump au Canada. Là, OK? Il n'y a pas de Trump. Il n'y a pas de diversité. Il n'y a pas de podcast. Il n'y a pas la même affaire qu'aux États. Là. Il n'y a pas la même structure de nouvelles. On n'est pas encore rendu là. Dans 5 ans, probablement que oui. Mais pour l'instant, on ne l'est pas. Donc, les gens qui vont voter en masse, comme ils ont voté en masse dans Terrebonne, les racistes qui ont voté dans Terrebonne pour la péquiste, parce qu'il y avait la chance, et je suis très d'accord avec un pirate qui m'a écrit, il m'a dit, c'est drôle hein, que quand c'est des gens de droite, on ne soulève jamais la question, non, est-ce que le candidat conservateur a été boudé parce qu'il est noir? Est-ce qu'il a été boudé parce qu'il vient de l'immigration nouvelle, récente? Si c'était quelqu'un de gauche, si c'était quelqu'un qui était au PQ puis qui finit 4e, puis que le PQ a un peu le vent dans les voiles, la question serait soulevée là, par tout le monde, en tout cas, du moins par les médias qu'on connaît. Mais quand c'est la gang, quand c'est l'autre gang, la fille, pas grave. Le gars, pas grave. Quand c'est l'inverse, quand c'est, mettons, le parti de gauche qui se fait refuser soit une femme ou soit un homme de couleur ou quelqu'un d'une minorité ethnique, ben là, on a la question à poser. Est-ce que la race a joué dans la course? Personne ne s'est posé la question. Personne. Des rumeurs courent en ce moment que Éric Duhaime pourrait être dans Arthabasca. On sait que le député Kakis, qui a préparé sa campagne électorale pendant qu'il était payé par le gouvernement du Québec, sa campagne électorale fédérale, a décidé de démissionner hier, qui est quand même assez honteux, de voir que Pierre Poilievre va pas demander à ce gars-là de débarrasser le plancher le plus vite possible. Ça vous montre encore une fois comment Poilievre gère sa patente. Là. Eh bien là, hier, finalement, il a démissionné. Donc, la rumeur veut que ce soit Éric Duhaime qui soit aux commandes. Donc, on va tasser un candidat local qui est adoré pour Éric Duhaime. Les sondages montrent que Éric Duhaime serait légèrement en avance par rapport à son candidat. Un candidat vedette, c'est un de ses bons candidats. Donc, il a à choisir entre son super candidat et lui-même. Et c'est un risque, si jamais l'info qu'on a est vraie, que Éric Duhaime va se présenter, c'est un grand risque pour Éric Duhaime. D'abord, il est condamné à gagner. S'il a tassé ce gars-là, il est condamné à gagner. Et si Éric Duhaime ne gagne pas Arthabasca, c'est probablement la fin pour Éric. OK? Avec le résultat dans Terrebonne à 4 % qui est affreux. Quelqu'un me dit, ouais, mais c'est la région de Montréal, il n'y a rien à faire avec la région de Montréal. Come on! On est quasiment rendu à l'Assomption, les amis, là. OK? On est dans la région de Montréal, mais il y a 20 ans, à Lachenay, il y avait des vaches sur le bord de la 40. Là. Je veux dire, c'est quand même assez loin. Là. Je veux dire, s'il y a des endroits à Montréal où on doit faire au moins le chiffre national de 10, 12, 13, 14 %, c'est Terrebonne. Mais on n'a pas été capable de le faire. Donc, pour moi, c'est un questionnement sur la stratégie, le moyen de communiquer, comment on fait. Il y a un questionnement à avoir. Tu peux pas sortir de là dernier avec seulement 4 % et pas te poser des questions. OK? Ça, si on fait ça, on fait pas notre job. Là. Parce que moi, j'aime Éric. Éric, c'est un ami. OK? Mais je veux dire, avant tout, c'est de faire avancer la cause. Et à un moment donné, il faut être fair. Il faut regarder si on a le bon chauffeur pour chauffer l'autobus. Et je sais qu'on n'a pas d'autre chauffeur que lui en ce moment, mais peut-être que ça va provoquer quelque chose. Donc là, ce qu'on voit avec Éric Duhaime dans Arthabasca, pour moi, le fait de si c'est le cas, là, si c'est le cas, OK? C'est pas confirmé, il y a une histoire de pancarte là, qui circule, je sais pas si c'est du montage, je sais pas si c'est vrai cette histoire-là, mais qu'on aurait déjà fait les genres de posters là, pour mettre sur les poteaux. Donc, on aurait déjà la photo d'Éric Duhaime. Donc, il tasse un candidat très apprécié, un des candidats les plus solides du PCQ pour prendre sa place. C'est sûr que les chiffres donnent un peu plus à Éric Duhaime qu'à son candidat, donc je pense que c'est 1 ou 2 % de plus. Éric saute dans l'arène, mais je vous le dis, pour Éric, c'est un couteau à deux tranchants. En ce moment, en date du 18 mars, sont nez à nez PQ, CAQ, Parti conservateur. Exact. Donc, sérieusement, c'est un... 26, 27, 28. Là. On est là-dedans, là, à chacun. Là. Oui. Donc c'est un gros test pour Éric. Écoute, je souhaite de tout mon cœur qu'il gagne. OK? Je souhaite de tout mon cœur qu'il gagne parce que ça va faire oublier le 4 % de Terrebonne et ça va
installer Éric comme chef pour un minimum la prochaine élection et l'autre d'après. Très important comme mais défaite. Et je pense qu'Éric le sait. Je pense qu'Éric est assez brillant pour savoir que quand on dit, je pense que c'est Jim qui écrivait All In, ou je sais pas qui l'écrit, je pense que j'ai vu ça ce matin sur X, All In avec Éric Duhem. Ben, All In, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que t'es All In. Tu gagnes, tu stabilises la patente pour 6 ans, peut-être même plus. Tu perds, c'est la fin. Et je vous dirais que si Éric Duhem perd sa place au PCQ, c'est peut-être aussi, même, il y a peut-être même des chances dans un futur que le PCQ, sans un leader de la trempe de Éric Duhem, peut commencer à descendre. Oh, ouais. Donc, c'est pas beaucoup là-dedans. Puis à un moment donné, pourquoi j'ai parlé d'Éric Duhem dans l'histoire de Poilievre avec Trump, c'est que il va falloir qu'on soit plus agressif que ça. Il va falloir que Poilievre soit plus agressif. Il va falloir que Éric Duhem soit plus agressif. Jouer la trappe, ça marche pas. Je veux dire, ça fonctionne pas. Ils nous haïssent pareil. Ils nous haïssent. Ils nous donnent, même si on est fin avec eux autres, ils nous donneront pas de break. Donc, voici ce que Trump avait à dire sur Poilievre hier. The Liberal Party is going to win now in the next election, most likely. And they were down and out. But isn't that going to make them more hostile to us and possibly I'd rather deal with a liberal than a for China closer to Canada? And that would really put us in a bind. The conservative that's running is stupidly no friend of mine. I don't know him, but he said negative things. So when he says negative things, I couldn't care less. I think it's easier to deal actually with a liberal. And maybe they're going to win, but I don't really care. It doesn't matter to me at all. So your end game is what with them? My end game is I don't want to have a big deficit. OK, il l'a dit 5 fois. I really don't care. OK, donc, arrêtez de penser l'histoire là qu'il y a un grand thinking en arrière de ça. Il n'y a pas de thinking. I really don't care. C'est ce qu'il dit en partant, c'est ce qu'il répète une deuxième fois, c'est ce qu'il dit dans le milieu, c'est ce qu'il dit à la fin. I really don't care. OK. Mais l'affaire que vous avez à sortir de ça, c'est comment Pierre Poilievre l'a échappé. À pas vouloir, ça c'est son entourage. Il a joué à trappe. On en avait parlé. Pour ça que Poilievre n'est pas allé faire un tour en Floride. C'est la question qu'on se posait. Là. Poilievre n'avait qu'une chose à faire, c'était de se mettre du bord de Trump. Je vous dis pas qu'il y a à se mettre une calotte rouge avec une feuille d'érable dessus. Ouais. Pas jusque-là. Il n'est pas obligé d'aller jusque-là. Mais d'accepter le fait que c'est le président américain actuel puis qu'il va falloir qu'il deal avec. Oui, puis que... C'est ça l'idée. Surtout que Trudeau, on savait comment Trump haït Trudeau puis comment Trudeau est par en dessous avec Trump. Ouais. Lui, il avait à faire l'inverse de ça. Il avait à devenir son ami. Et il y avait une porte d'entrée avec Kevin O'Leary. Kevin O'Leary l'aurait... Ou encore Wayne Gretzky, qui est un conservateur. Parce il y que avait tout ce qu'il fallait. Je trouve que ce que Trump il dit, là, moi, hier, quand j'ai écouté ça, je me suis dit, il se demande pourquoi que Poilievre l'haït, parce que lui, il se dit, je ne l'ai jamais rencontré, ce gars-là, je le connais même pas. Il sait même pas, tu sais, il sait que je suis le président, mais on ne s'est jamais rencontré, on ne se connaît pas. Pourquoi qu'il dit des affaires sur moi? Je ne comprends pas cette affaire. Et tu sais que Trump, c'est le genre de personne qui fonctionne de même. Mais oui, je sais. Il veut être bodé avec quelqu'un, il veut le rencontrer. Après, ça se peut que ça marche pas, puis ça se peut qu'ils disent, bon, ben, gars, on n'a pas d'atome crochu, puis etc. Mais, puis, probablement que, tu sais, je regarde la personnalité de Poilievre. Je suis pas certain que Poilievre fit avec Trump. Je sais pas. Parce que c'est un gars... Je comprends, t'es obligé de jouer au golf avec. Là. Daniel Smith, elle a une photo avec Trump puis O'Leary? Oui. Bon, voilà. C'est de rencontrer quelqu'un, courtoisie, c'est une question de politesse, une question de respect. C'est-à-dire, à un moment donné, ben là, le gars, il se fait... Tu jases avec lui, peut-être 1 heure ou 2 dans l'après-midi, puis après ça, là, il se fait une idée un peu de toi. Puis après ça, ben, il y a déjà une porte d'ouverte à quelque part. Mais lui, il ne l'a pas fait. Ceux-là qui disent aussi, oui, mais Poilievre, il n'est pas élu, il est juste candidat, ça n'aurait pas rapport d'aller... Avant que Trump soit élu, là, Trump a rencontré plein de monde. On voyait plein de photos avec plein de dirigeants, avant même qu'il soit élu, ça se fait, ça, aller rencontrer du monde, même si tu n'es pas élu. Là.
Oh oui, puis en plus, les sondages le mettaient... On a un parlement minoritaire, on a un gouvernement minoritaire, puis le gars lidait dans les sondages. Donc, il faut qu'il agisse comme si... On avait un gouvernement qui était quasiment illégitime. Donc, il faut que tu agisses un peu comme si tu étais au pouvoir. Carney le fait, là. Carney le fait. Voilà, Carney le fait. Donc, c'est à lui de faire. Puis au-delà de ça aussi, sur les sujets, il n'était pas obligé de prendre cette position-là avec les tarifs. Il n'était pas obligé du tout. Il n'était pas obligé. Puis il aurait dû défendre les Canadiens. Tu sais, je vois la première page du journal d'aujourd'hui. Les gens souffrent en raison des tarifs, puis les gens souffrent en raison de l'augmentation des prix des légumes, des patentes de même. Oui, mais ça a été imposé par nous-mêmes. C'est nos tarifs. C'est notre réplique. C'est ça qui est en train d'appauvrir notre monde. C'est nous. Et lui, il avait juste à dire, moi, il n'est pas question que je réponde à des tarifs en appauvrissant les Canadiens. Il avait juste à répondre ça, puis à le répéter 50 fois par jour, pour que finalement le monde comprenne que c'est pas Trump qui nous appauvrit, c'est nous-mêmes. Il y avait juste à répéter ça. Et pour l'Ukraine, il y avait juste à répéter, regarde, on a plein d'Ukrainiens canadiens, ces gens-là, ce sont nos amis, et tout le monde souhaite la paix, on va travailler pour la paix. Il n'y a pas besoin d'embarquer dans l'histoire de la guerre, il n'y a pas besoin d'aller là. Il y a plein de gens, j'ai vu hier un screenshot d'un candidat du Parti conservateur canadien qui écrivait à quelqu'un qu'on connaît, puis qui disait Poilievre n'arrête pas de démotiver ma base. Il y a des gens qui m'ont abandonné, des bénévoles. Des bénévoles l'ont abandonné, d'autres sont moins motivés. Ils pèsent toujours sur les mauvais pitons. Sur l'histoire de Trump, ça ne peut pas être plus évident que ça. C'est de lui qu'on doit parler. Parlez-moi pas de Mark Carney, OK? Je veux rien savoir. Je veux qu'on me parle de Poilievre. Comment il a pu échapper la balle de même? Et est-ce que c'est le temps de récupérer la patente pour gagner l'élection? Parce que, oui, je viens de vous le dire, je suis plus PPC que PCC, OK? Donc, je suis plus Parti populaire que Parti conservateur. Mais je veux que le Parti... Je sais que le PPC ne peut pas rentrer au pouvoir. Je veux que le Parti conservateur soit le prochain gouvernement. Est-ce qu'il est trop tard? Peut-être. Est-ce qu'on a encore une chance? Oui. Et ces gens-là doivent reprendre et changer la stratégie là. Mais, hein. Et s'il n'y a pas un contact qui est fait à matin avec la gang de Trump... Oh, ça se passe à matin. Là. OK, ça se passe à matin après ce qui était là. Oh, ouais. Si Poilievre, la semaine qui s'en vient, son objectif ultime n'est pas d'avoir une rencontre avec Trump, absolument. Dis-moi où, dis-moi quand, s'il faut que je descende à Palm Beach en fin de semaine, moi descendre. Si le gars allume pas là-dessus, ben fuck. On aura Mark Carney, c'est tout. Regarde, c'est tout. Il n'y a pas de... Oui, mais... C'est un cauchemar, Christophe. C'est un cauchemar. Ouais, mais en toi et moi. Il faut endurer à un moment donné. On peut pas toujours jouer les mauvaises cartes, avoir la mauvaise stratégie puis penser gagner tout le temps avec ça. Tu perds avec la mauvaise stratégie et Poilievre est en train de perdre. Donc voilà pour le Pirate Liberté d'aujourd'hui. Invasion. Révolution. Domination. Radio Pirate. Spread the word. JeffFillion.com. Oh. Hit me. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Boursicotage en plus. Boursicotage du mercredi, ça c'est le fun. Il y a plein de je mets toujours une belle chemise pour le boursicotage parce que je vais avoir l'air d'un gars de market. Regarde, moi, j'ai mis une chemise verte. Une très belle chemise. Oui, on est mais bien, je suis comme Kevin O'Leary. J'ai des shorts en bas puis des gougounes, mais en haut, pour la caméra, j'ai une chemise. Voilà, exactement ça. Et le boursicotage est présenté par NAIA, la North American Immigration Agency. C'est une équipe tout à fait extraordinaire qui vont vous aider. Vous avez idée depuis longtemps d'aller vivre aux États-Unis, de faire affaire aux États-Unis. Vous êtes entrepreneur, vous êtes professionnel. C'est un rêve que vous avez en dedans de vous, un jour de vivre aux États-Unis, d'avoir un visa pour vous-même, un visa pour votre famille. Vous êtes tanné de faire affaire au Québec. Bien, la NAIA est là pour vous.
Donc, immigrer aux États-Unis, c'est plus facile qu'on pense, mais il faut être avec la bonne gang qui vont s'occuper de vous. Lancer, acheter une entreprise aux États-Unis, se qualifier pour un visa, tout ça, c'est possible. Vous parlez à une équipe ça fait extraordinaire à pirate@gonaia.com, pirate@gonaia.com, et vous allez voir que ils vont vous répondre, ils vont s'occuper de vous, puis vous allez voir qu'il y a plein de possibilités. C'est ça qui est plaisant. Si jamais vous n'avez pas le temps de prendre ça en note, là, je mets toujours dans la chronique du boursicoteur, dans la description du podcast, je mets toujours le lien vers ton commandite. Yes. Ben, merci beaucoup, Mr. White. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez vu le Bitcoin un peu... C'est drôle, on a pas très populaire, le Bitcoin, de ce temps-ci. Dans le sens que pas beaucoup de... Je pourrais dire, pas beaucoup de védétariat. Tu sais, quand le Bitcoin brasse, il monte, là c'est l'enfer. Quand il descend aussi en flèche, c'est l'enfer aussi. Puis là, en ce moment, je sais pas, depuis 2-3 semaines, il n'y a rien d'excitant. Mais oui, il y a quelque chose d'excitant. Ben oui, il y a quelque chose d'excitant. C'est que le Bitcoin, présentement, il est à côté sur son support. C'est quand on regarde du point de vue technique, je suis un peu tanné avec ça, mais c'est le boursicotage. C'est ça, le boursicotage. Donc, en ce moment, le Bitcoin est soutenu par son support. La moyenne mobile 200 jours, c'est clair et net. Tu regardes le graphique, tu peux pas être plus clair que ça. Depuis le début de l'année, le Bitcoin il a monté, et on l'a vu en début d'année, il a monté à 108 000, boum, boum, US. Moi, je suis toujours en US avec le Bitcoin. Là. En canadien, j'ai de la misère à... Le Bitcoin, c'est en US. Là. Mais là, fin janvier, qu'est-ce qui s'est passé? Ralentissement. On taponne un peu. Hop, drop en bas de 80 000. Sur les 18, sur les 19 000, ça n'a pas duré longtemps. Remonte à 94 000. Et là, on est sur le support, justement. Bien, c'est ce support-là qui est allé tester, il y a quoi? Un mois? Je suis chiffron. Mais quand il est redescendu à 18,80, c'était le support. Mais là, le support, la moyenne mobile, elle monte tranquillement. Puis la moyenne mobile 200 jours du Bitcoin est haussière. Fait que, il y a un mois, la moyenne mobile était plus basse qu'aujourd'hui. Et quand il est allé s'accoter sur le support pour rebondir, ben c'est ce qu'il fait encore présentement. Il suit le support. Donc, on le voit des fois, dans la journée, il descend en bas du support, il finit en haut. Le lendemain, il descend en bas du support, il finit en haut. Tout un soutien pareil. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que en ce moment, on est sauvé par cette moyenne mobile-là, 200 jours. Si elle était baissière, le support ne tiendrait pas. Là. En ce moment, ça tient. Sauf que ça ne peut pas tenir longtemps de même. Et là, la patente. À un moment donné, ça ne tiendra plus. Donc, cette espèce de zignage-là, c'est bizarre. Je vais le dire dans mes mots, là, dans mes mots de trader, si je peux dire. Puis moi, je ne m'occupe pas de la géopolitique puis des affaires. Non, je parle de graphique puis de trading. Il faut que le Bitcoin reparte par le haut et aille coller peut-être dans le coin de 88, 90. Il faut qu'il remonte. Il faut qu'il arrête de taponner sur le bord du support. Parce qu'à un moment donné, ce support-là va s'aplatir et quand il va descendre en bas, ça va être goodbye. Parce qu'en bas, l'autre support est à 70. Puis je ne vous dirai pas il est où l'autre. Parce qu'il n'est pas où. Fait que et là, l'histoire. Ça serait plate que ça casse. En ce moment, c'est supporté. Ça va bien. En ce moment, c'est ça. Donc, il faut que le Bitcoin... Mais quand je te pose une question, qu'est-ce qui peut faire que ça va continuer de tatouiner de même ou encore qu'il y ait une patente vers le haut? Qu'est-ce qui peut pousser ça? Parce qu'il y a quand même eu des annonces récemment qui auraient pu propulser... Certains disaient il va être à 150 000, il va être à 500 000, il va être à 1 million, toutes sortes d'affaires. Ah, ben Trump va permettre telle affaire. Là, finalement, ça n'a rien fait, ça. Il y a eu des prises de profit sur le Bitcoin, il y a eu des prises de profit sur la bourse. Puis c'est un peu là qu'on est présentement. Moi, je dis qu'il y a de l'argent sur le side, il y a de l'intérêt. Donc, il y a des gens qui sont assis sur leurs mains avec du cash dans les mains. Ah, garanti. Même les plus grands de ce monde ont plein de cash présentement.
Ben, je ne dis pas que ce gars-là va acheter des bitcoins, mais ça donne une idée. C'est un gars comme Buffett, jamais dans l'histoire, ils ont eu autant de liquidités que présentement. Là. C'est quoi ce bourré? Investis-les ton cash? Non. Mon cash, il est là, puis il est placé. Il est placé à peu près. Il est placé à peu près en attendant. Mais en réalité, c'est ça. Là. Il y a comme une attente présentement. Okay, c'est quoi? Et ces gens-là, où la confiance remettre la liquidité dans le marché, elle va être influencée par quoi? Une stabilité au niveau de la paix dans le monde, les histoires de tarifs. Qu'est-ce qui va faire que ces gens-là vont remettre de l'argent dans le marché? La paix dans le monde, la fin de la guerre avec la Russie, ça peut bien faire aussi. Là. Reprise de l'économie, mettons en Chine, puisque la Chine, il y a comme un ralentissement. Parce que là, ce qu'on comprend dans la discussion avec Poutine hier, c'est que Trump et Poutine ont convenu qu'ils allaient faire des affaires ensemble. Entre autres, de nettoyer dans le coin du Yémen toute la gang de Houthi and the Blowfish, là. Oui. Toute cette gang-là, toute la gang de pas fins qui sont dans ce coin-là. Donc, ça, il y aurait une genre d'alliance parce que ça nuit aux Russes, ça nuit à tout le monde. Donc, ça nuit au commerce mondial, ça nuit à tout le monde. Donc, lui, il veut avec lui. Puis, ils ont des plans. Puis là, on a compris un peu ce serait quoi le plan pour l'Ukraine, toute la patente. Sans oublier le match de hockey entre le Canada, entre les Russes et les États-Unis, le tournoi qu'il pourrait y avoir. Entre les meilleurs joueurs russes. Ça, Poutine n'a pas digéré. Hein? Il n'a pas... Ben oui, je le sais. Ça, il n'est pas digéré. Là. C'est quoi cette histoire? De voir le succès de tout ce que ça a provoqué. Poutine, c'est un maniaque de hockey. Oui. De voir le succès de tout le happening alentour du match Canada-USA et que les Russes n'étaient pas dans ce tournoi-là. Ça l'a fait chier Poutine, pas à peu près. Hey, pour que ça se ramasse dans une discussion de 1 heure avec le président des États-Unis d'Amérique. C'est ça. Ça l'a-tu dérangé, tu penses? Ben oui. Mais à force de te faire dire, puis c'est pas une question de défendre Poutine ou non, mais à force de te faire dire que t'es un tyran, vous êtes un pays de sale. Il faut choisir nos ennemis. Il faut choisir. Mais Jerry, il faut choisir nos ennemis. Tu l'aimes pas, Poutine, mais il faut que tu deals avec aussi. Parce qu'à un moment donné, et là l'histoire. C'est-à-dire, tu dis, oui, mais là, ils ont envahi l'Ukraine. C'est pas des motés avec des masses d'en face qui attaquent des bateaux dans le golfe d'Aden. Tu comprends, là? Ça, c'est des minables. Ça, c'est des minables en sandales, des terroristes, juste des crosseurs. Là, t'as pas affaire à ça, là. T'as affaire aux Russes, là. Exact. Donc, toi, tu penses qu'une stabilité... C'est un pays millénaire, là. Donc, tu penses qu'une stabilité au niveau géopolitique, ça pourrait aider. Est-ce que tu penses que, mettons... Si, bon, là, le 2 avril, c'est une date importante. Parce que là, le feu d'artifice part. Tu sais, si on pensait que le feu d'artifice est pogné, là, tu sais, la date du 2 avril, il va se passer de quoi là? C'est dans pas longtemps, ça, là. Ça, c'est un feu d'artifice. Là. Pour la bourse, qu'est-ce que ça fait le 2 avril? Est-ce que ça incite le monde à vendre? Ou ça incite les gens qui ont de la liquidité à y aller sur le marché, soit le 1er, ou soit le 3 ou le 4. Ouais. Qu'est-ce que tu vois là-dedans? Moi, je dis que c'est pas bon pour la bourse. Moi, je dis que c'est pas bon pour la bourse. Tu veux dire l'arrivée avec des tarifs, là? Mm-hmm. Parce que acier, c'est aluminium, de la patente, là? Ah oui, puis ça, c'est tous les pays, là. C'est réciprocité à la grandeur. La grandeur, les histoires avec l'Europe, les patentes avec le vin, puis l'alcool en France. Puis donc, ça veut dire qu'on n'a pas de marché intéressant avant quelques mois, là. Non, ben, je pense que c'est ça que le monde c'est ça que le monde vit présentement. Okay. Mais là, on parle du marché en général. C'est ça l'affaire, c'est qu'on parle du marché en général. À travers ça, il y a des belles histoires, puis il y a des affaires très plates. Oh, il y a des mais on parle du marché en général. Ça veut dire, on voit le pétrole, justement, là, ça veut dire qu'il taponne. Je vais t'en parler tantôt. Là. Mais je veux dire que le pétrole qui taponne. Pourquoi? Parce que l'économie, tu sais, l'économie est un peu plus ralentie. Les Chinois, c'est un peu plus ralenti. Fait qu'en ce moment,
Il y a comme une espèce d'attente. Le baril de pétrole ne fait pas de médaille. Là. Mais là, tu as tous ces indicateurs-là. Tu as l'or qui monte, qui a franchi 3000. L'or qui monte, c'est du monde qui vont se cacher. Là. C'est ça l'or. Là. Exact. Donc, après ça, tu as le Bitcoin qu'on pensait qu'il allait devenir une sorte d'or. Un genre de refuge pour le monde qui a besoin de protection. Finalement, on se rend compte que le Bitcoin suit le marché pas mal. Ben, me trompes-tu? Ça ressemble pas mal à ça. OK. Ce qu'on n'aurait pas dit il y a 2-3 ans, on pensait que c'était une place refuge. Donc, le Bitcoin suit le marché agit de telle manière, le pétrole, on vient de le dire. Donc, finalement, on s'assoit sur nos mains, mais on a même, tu sais, quand moi j'ai investi dans le Bitcoin, une monnaie, j'ai pensé que le Bitcoin allait rebondir, j'ai investi pas mal. Et là, tu sais, je mange mes bas un peu. Mais je suis en train de me demander si je prends pas ma perte là, puis que je la digère, au lieu d'avoir une plus grosse perte, probablement, que je ne serais peut-être pas capable de récupérer. Parce que, à moins que je fasse un average down à un moment donné. Mais je veux dire, tu comprends-tu mon affaire? Il y a des. Oui, il ne faut pas vendre quand c'est bas, oui, mais il y a des situations où tu te dis, how low can it go? Mais là, c'est ça. L'eau, la face, c'est que le lot, il n'est pas si low que ça. Là. Oui, mais c'est pas lui là. En ce moment, le lot n'est pas si low que ça. Oui, mais c'est pas de lui que je te parle. C'est de lui de avril que je te parle. Ah, je comprends. Je comprends. Tu sais, moi, j'ai fait partie il y a une semaine des gens qui étaient un peu plus bullish. Puis j'ai dit, OK, ben regarde, c'est le temps peut-être de rentrer. Peut-être que je suis rentré trop de bonheur. La majorité ne font pas ça. La majorité, on dit, non, j'assis, je m'assois sur mes mains, puis j'attends, puis je garde mon cash. Puis là, si eux autres gardent le cash, la deuxième semaine d'avril, puis que là, tu as une bunch qui a encore décidé de vendre, puis qui aurait même vendu à perte des patentes, là, c'est là où on peut avoir une genre de spirale. Puis, on se le souhaite pas, personne. Comprends-tu? C'est l'or, si tu regardes, mettons, là, en ce moment, c'est sûr que depuis le début de l'année 2024, ça veut dire qu'on... quand l'or a dépassé le 2000$ au début de 2024, grosso modo, là, on est rendu à 3000. Oui. C'est toute une ride, là. Mais méchant de ride. Sauf que vous ne parlez pas du chemin de croix 4 ans avant, là. Où un placement dans l'or, c'est un coupé dans le cul, là. C'est un placement dans l'or 4 ans, mettons, de 2021, 2022, 2023, il n'y a pas une crise de scène d'affaires là. Ça, c'est de l'argent qui dort, qui meurt, là. Puis pendant ce temps-là, le marché fait 40, puis toi, tu dors avec ton lingot, là. Oui, exact. Tu ne prends pas de crise de scène, là. Mettez-vous ça dans la tête, là. Ben, quand le marché va, habituellement, l'or va pas. Et là, l'histoire, c'est que là, l'or, tu dis, ah oui, mais là, moi, depuis un an, je fais une crise de passe. Tu fais, OK, tu fais une crise de passe depuis un an, mais si, mettons, tu recules de 4 ans. Quel genre de passe on part de 4 ans, là. OK, tu l'as acheté, ton or, tu l'as acheté il y a 4 ans. Mais là, aujourd'hui, tu fais ton calcul. C'est quoi ton rendement? Hein? Je fais un beau pire rendement? Oui, mais si tu étais sur le marché, tu faisais un meilleur rendement. Oui, je comprends. Très bien. Et là, très bien. Tu as manqué le 40 puis tu as manqué le 30 puis le 40. Très bien, je suis. C'est ça que tu as manqué, là. Exact. Et là, l'histoire, là. Non, mais c'est parce que tout le questionnement autour de ça, c'est que tout le monde s'attendait. Tu sais, il y avait beaucoup de contradictions chez les amateurs number one de Trump. Les gens s'attendaient à des marchés en feu. Oui. S'attendaient à un Bitcoin en feu. On l'a eu. On l'a eu novembre, décembre, jusqu'à mi-janvier. Là. Oui, puis là, yes, c'est ça. Mais là, finalement, ça l'a pas tenu. OK? On pensait en même temps, il va faire descendre le prix du pétrole. Ben ça, le prix du pétrole, c'est un peu plus compliqué. Là. Si le pétrole baisse, habituellement, les marchés baissent aussi. Là. Tu ne peux pas avoir les marchés en feu puis le pétrole qui baisse. Là. À un moment donné, il y a une compréhension de l'économie basique là, qui est facile à expliquer. Donc là, on a toutes ces affaires-là. Là. On a comme... Tu sais, je veux dire, on aime un paquet de choses sur Trump. Mais en ce moment, il y a des affaires que c'est pas ce que les gens avaient vendu. Les marchés vont être en feu, le Bitcoin va monter à 150 000. On était déjà haut. C'est ça l'affaire, c'est qu'on était déjà haut. Oui. Dans le sens que les grosses technos étaient mais personne ne disait ça en novembre. Non. Personne ne disait on est haut, à un moment donné, il y a des gens qui vont prendre le profit. C'est pas ce qu'on disait.
Non. Acheter encore du Tesla, va monter à 700, va monter à 800, le Bitcoin va monter à 150 000 US, etc. C'est tout ça qu'on entendait. Et là, en ce moment, on n'a pas ça. Donc, ça nourrit l'autre gang, tu comprends? Ça nourrit l'autre gang. Moi, je la vois, l'autre gang. Là. Dans le For You, il y a des affaires du monde qu'on ne suit pas, là, mais on les voit là, les 25-30 fatigants là, qui dominent les réseaux sociaux sur la politique américaine, mais de l'autre bord. Là. Les autres, ils s'amusent en ce moment. Là. Donc, il va falloir à un moment donné qu'il y ait une certaine aire d'aller à ce niveau-là. Je comprends que l'inflation est en train de se calmer, il y a des affaires qui sont en train... Mais souvent, on a... quand on se pavoise, quand on est vraiment crinqué, ah oui, yes, depuis... Rappelle-toi la première élection de Trump. Les marchés ont explosé, les marchés... C'est ça. Ouais, mais à l'inverse, il faut le dire aussi. Là. À l'inverse, il faut le dire. C'est pas ça qui était prévu. Là. C'est pas ce qui a été vendu. Là. Donc, puis quelqu'un dit, mais les marchés, je sais pas, s'occupent pas de ça. C'est pas vrai, là. Parce que quand ça allait bien, dans les tweets, ça parlait beaucoup des marchés. Quand ça va mal, le marché, il comprend pas, puis anyway, on s'occupe pas de ça. Je veux dire, on peut pas... Ça, c'est une manière que... Ça, c'est la manière que la gang de l'autre bord fonctionne. Moi, je suis pas capable de fonctionner de même. Je suis pas capable de fonctionner de même. Oui, puis l'autre, ils profitent. Parce que qu'est-ce qui est arrivé? En gros, c'est que la baisse des marchés s'est faite. Mettons que le SP500 là, a perdu 10 %, mettons. OK, ouais. Là. Mais c'est la vitesse où ce qui a perdu le 10 %, OK, dans l'histoire. Là, je vais de mémoire. Là, dans la vitesse qui a perdu son 10 % par rapport à son pic. Autrement dit, le SP500 monte, puis quand il a pogné son pic, on ne savait pas que c'était le pic à l'époque, mais là, on le sait que c'est le pic là, mais on verra plus tard. Mais du pic à aujourd'hui, mettons que c'est 10 % mais c'est la drop, c'est la plus rapide, c'est la 5e plus rapide de l'histoire de la bourse. Donc, perdre 10 % en si peu de temps, c'est la 5e, c'est la 5e baisse la plus rapide de l'histoire, en nombre de jours. Donc, c'est ça que shaker peut attendre. Mais si tu dézoomes, parce que là, tu es zoomé sur peut-être un mois. C'est un zoom qu'on voit, c'est un zoom. Je comprends que l'autre bord, il en profite pour dire Trump, la bourse. Puis ça. Mais moi, je parle du boursicotage. Là. Mais quand tu dézoomes, OK, on va dézoomer sur un an. Là, tu regardes, OK, oui, mettons les 7 magnifiques, là, les grosses compagnies techno, là, les 7 magnifiques. Apple, Microsoft, Amazon, Tesla, Meta, Nvidia, Alphabet, Google. Mettons qu'on dézoome. On va dézoomer un an, voir. Boum, on dézoome un an. Ben, Apple, il est plus 21 depuis un an. Oh, OK. Tesla. Tesla, ça va mal. Tesla, c'est épouvantable. By the way, c'est bizarre l'histoire de l'histoire, je pense que c'est le salon de Vancouver, le salon de l'auto de Vancouver. Ils ne vont pas accueillir Tesla cette année. Incroyable. Il y a une raison. Incroyable. Ils ne veulent pas gérer la marde dans le salon. Imagine-toi. Ils veulent pas que les agents de sécurité s'occupent de surveiller les bouffons. Lunatics. Voilà. Le salon, autrement dit, c'est pas à cause de Tesla en tant que tel. C'est un salon de l'auto, Chris. Tesla, c'est un char. Mais ici, de gérer les fous dans le salon, ils veulent pas gérer ça. Ils ont dit à Tesla, restez chez vous. Capoté, là, quand tu penses à ça. Mais mon histoire, regarde, je continue mon histoire des gros, les 7 magnifiques. Mais tu sais, depuis un an. Un an, c'est quoi, là? C'est du 18 mars 2024 au 18 mars 2025. Oui. C'est ça, un an, là. Ben, Apple, plus 21. Tesla, plus 32. OK. Oui. OK. Meta, plus 21. Nvidia, plus 30. Google, plus 10. Amazon, plus 8. Tu vois, quand on dézoome, on a une autre vision. Oui. Elle est là, la patente. Elle est là, l'histoire. Le seul gros à date, parce que je sais que hier, quand Meta a fini sa journée, Facebook,
quand elle finit sa journée, c'était parce que tous les gros en 2025 sont tous négatifs. Puis le seul qui restait positif, c'était Meta en 2025. Ouais. C'est encore Meta. Bonjour. Il a toujours vert. Hier, il est tombé en bas de. Il est négatif depuis le début de 2025. Là. Mais le seul qui est négatif depuis un an dans les gros, c'est Microsoft, qui est à moins 8 %. Là. Passez à ça 2 minutes. Là. Donc, moi, je pense que Microsoft, je boursicote, là. Microsoft, comparé aux autres, ça veut dire, à mesure que la bourse va être plate, à mesure que lui va être intéressant. Là. Je dis ça, je dis rien. Là. Très bien. Je dis ça, je dis rien. Là. Donc, mais si, mettons, tu mettais, je fais le calcul, si tu mettais il y a un an 100 piastres dans Apple, 100 piastres dans Microsoft, Amazon, 100 piastres, il y en a 7. Tu mets 100 piastres chaque, ça fait 700 piastres. Ça vaut 814 présentement. Donc, c'est 16 %. Donc, les 7, là, qu'on pense qu'ils sont battus à mort présentement, ils donnent quand même 16 % de la gang depuis un an. Quand même pas méchant comme placement. Bon, ça dépend comment tu zoomes ton affaire. Oui, c'est parce que les gens reçoivent leur papier une fois par mois. Oui. Certains aux 3 mois, mais il y en a qui reçoivent les patentes une fois par mois dans leur email. Oui. Donc, ils disent hey, tabarnak, ça va mal. Mais tout ça est relié aussi aux attentes. Aux attentes. Dire, moi, il y a quelqu'un, regarde, je vais vous le dire, Yann Sénéchal, cet automne, me dit ouais, Jeff, on devrait sortir notre stock US. Je vais dire OK, parfait, explique-moi pourquoi. Lui, il dit cours ratio bénéfice trop élevé pour telle affaire. On va aller voir un peu ce qui se passe en Europe pendant quelques temps, puis au pire, on reviendra, mais c'est sûr qu'il va y avoir du sel. Il va y avoir du monde, on va prendre du profit, il va y avoir une correction, il va y avoir une petite affaire. Mais c'est pas ça. Là, quand j'ai dit ça à du monde, ouais, j'ai décidé de tasser des affaires vers l'Europe un peu. Ben voyons, ces élections s'en viennent, Trump va gagner, si la bourse va être en feu, etc. J'ai dit, ouais, mais ça change pas. Ça change pas les fondamentaux, ça, qui est là? Non, ça change pas. Vendez-moi pas ça en fonction de ça. Il y a des affaires fondamentales qui ne changent pas. Là. Oui. Il y a toujours de l'effervescence, OK? Oui. Mais à un moment donné, tu es un stock valeur ou tu es un stock croissance. Le stock croissance, il peut avoir des cours ratio bénéfices complètement stupides. Mais l'affaire, c'est que la croissance de la compagnie est tellement exponentielle. Que tu ne sais pas l'avenir, mais Christophe, on l'a vu avec Nvidia. À un moment donné, y a-t-il une compagnie qui peut ramasser autant de revenus en si peu de temps? Pensez à ça 2 minutes. Là. C'est fou. Les chiffres là, sont c'est capoté. Là. Si tu fais des voitures, là tu as des usines qui font des chars, des usines qui font des chars, ils sortent tant de chars de l'usine, tes employés sont payés tant. Il y a un genre de... Mais là, aller chercher de la croissance, mais tu peux pas quadrupler les ventes de chars dans un an. Là. Ça se fait pas, là. Il n'y a pas de logique pour ça. Là, tu dis, oui, on va les quadrupler, mettons. Je prends les chars, ça peut être n'importe quelle affaire. Là. Mais une industrie normale, ça va prendre des années à faire grimper le chiffre d'affaires. Mais c'est un plan à long terme. Mais des compagnies hyper techno comme ça, eux autres, c'est overnight quasiment. Boum, 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 boum. C'est trimestre sur trimestre avec des hausses astronomiques. Là. Mm-hmm. Mais c'est pour ça qu'ils sont durs à gager, ces compagnies-là, parce qu'ils sont tellement en croissance que les cours ratio-bénéfices, ils n'ont comme pas d'allure. Mais à un moment donné, il y a comme une espèce de prise de profit dans le sens où tu dis, OK, ouais, là, écoute... Là, ça n'a plus de crise de bon sens. Là, c'est complètement sauté. Donc, c'est normal qu'il y ait une prise de profit à un moment donné. Puis après ça, on va voir, on parle plutôt d'NVIDIA, on va voir qu'est-ce qui va se passer plus dans l'avenir. En ce moment, c'est un peu plus sur pause. Là. On va voir qu'est-ce qui va se passer. Il y a des choses qui ne mentent pas sur NVIDIA. Aujourd'hui, Foxconn a dit, nous autres, dans 2 ans, c'est plus l'iPhone qui est le cœur de notre business. C'est les serveurs. Oui, c'est ça. Donc, ils font des serveurs. Et qu'est-ce qu'il y a dans 95% de leurs serveurs? Des processeurs NVIDIA. Mm-hmm. Donc, c'est un incontournable, NVIDIA, en ce moment. Oui. Je veux dire, on peut bien... En ce moment, c'est des leaders et de loin. Là. Exact. Donc, ça, tu peux pas... Effectivement, peut-être qu'il y a des chiffres qui sont un peu fous,
Mais en même temps, il y a des ventes qui sont là aussi. Là. Tu peux pas empêcher ces chiffres-là, tu les vois. Là. Tu te dis, tabarnache, c'est quoi cette machine-là? C'est une machine à cash, cette affaire-là? C'est quoi, là? Nvidia, c'est fou. Mais est-ce que la raid est faite? Ben ça, regarde. C'est ça. Mais tu sais, ça n'empêche pas des compagnies comme, tu dis, OK, il y a de l'incertitude présentement un peu plus, telle affaire. Ça n'a pas empêché Google de dépenser 32 milliards. Tu vu? Google qui dépense Alphabet, qui dépense 32 c'est la plus grosse. C'est une compagnie de sécurité, ça? Compagnie de sécurité, c'est Wiz. Une compagnie de sécurité cloud. Mm-hmm. Ils ont payé 32 milliards. Ça, c'est capoté. Passez à ça 2 secondes. Là. La compagnie, c'est 4 Israéliens qui ont parti ça en 2020. Pas beaucoup de compagnies québécoises. Hein? 2020. Sequoia Capital leur ont passé de l'argent en 2020. T'as vu, on est en 2000. Wow, t'as peu, là. Les gars commencent, ils ont rien. Bon, on est en 2020. Il y a quelqu'un qui croit en eux autres. C'est Sequoia Capital. Il y en a eu d'autres aussi. Et la compagnie se vend 32 milliards de dollars. By the way, Sequoia avait 10 % de la compagnie. Là. Tabarnache. Beau placement. Non, Sequoia, ils ont investi 120 millions dans la compagnie. Puis là, ils se sauvent avec 3 milliards. 5 ans. Beau placement pour Sequoia. Mais ça. Oh. Et on a plus de boursicotage dans la version Prime. Et ce qui s'en vient, Yann et Frank un peu plus tard. Mais après, on a Joe Hamel. Et Jerry, le boursicotage est présenté par NAIA, la North American Immigration Agency. C'est une équipe tout à fait extraordinaire. Ils vont s'occuper de vous. Vous avez l'idée un jour d'aller vivre aux États-Unis. Vous avez des projets de l'autre côté. Vous êtes entrepreneur, vous êtes professionnel. Et peut-être même avoir votre propre business. Parce qu'eux autres, ils ont accès directement avec des franchises aux États-Unis. Donc, vous avez ce rêve-là, ce rêve d'aller vivre aux États-Unis, d'avoir un visa de travail pour vous, pour votre famille. Communiquez avec une équipe tout à fait extraordinaire à pirate@gonaia.com, pirate@gonaia.com. La North American Immigration Agency sont là pour vous. Juste du bon stock. Every hour. Du bon stock. RadioPirate.com. Get pirate or get out. Jeff Fillion. Priez pour vos vies. Bitcoin. Drill, baby, drill, right? Drill, baby. Oh, yeah. OK, Joe, t'es salué. Beaucoup de patentes pour commencer. Je sais pas avec quoi tu veux commencer, mais il y a beaucoup de choses. Est-ce qu'on commence avec ce qui fait jaser le Québec et même le Canada au complet, l'histoire hier? Petit clip d'à peu près 30 secondes de Trump où Trump identifie Poilievre comme étant quelqu'un pas très gentil envers lui, puis qu'il connaît pas trop. Et ensuite que finalement, ouais, peut-être les libéraux, ce serait peut-être correct. Et là, ben, c'est comme parti. Là, on voit beaucoup d'analyses à Saint-Saëns au niveau politique, autant au Québec qu'au Canada. Tu vois ça comment? Ce qui s'est passé, moi, j'ai donné mon take déjà dans l'ouverture. J'ai hâte de t'entendre là-dessus. J'ai regardé un petit peu le segment. Écoute, mon analyse est assez simple. Je pense que l'image que Trump s'est fait de Poilievre rapidement, à travers ses déclarations, à travers probablement ce qu'il a entendu entre les branches, et quand même briefé tous les jours là, par des gens qui suivent probablement plus la politique canadienne que Trump. Là, arrêtez de penser que Trump se lève le matin et va sur le site du National Post. Là, il s'en fout un peu, à mon avis. L'opinion qui s'est fait, ben, il a vu qu'en général, Poilievre avait à peu près les mêmes attaques que Trudeau sur toute l'idée là, des tarifs, etc. Le reste, je suis pas sûr qu'il est au courant des positions qu'il a pris pré-crise du 51e État. Là. Donc, moi, je pense que la crise se résume à ça. Puis Trump, il y a une matrice assez simple pour classifier les leaders étrangers, les médias, whatever. Ceux qui m'attaquent directement d'un côté,
puis ceux que je ne sais pas, que j'ai jamais entendu parler d'eux autres, puis ceux qui sont avec moi, là. Fait que c'est aussi simple que ça, c'est assez binaire. Carney, il a probablement pas entendu l'attaquer directement. Donc, lui, il le considère un peu comme inoffensif. De penser que c'est un genre de 4D chess pour faire baisser les libéraux, faire monter les conservateurs, vous êtes complètement delusional, là. C'est oui, complètement. C'est sûr que c'est pas ça. C'est une stratégie extrêmement risquée pour les conservateurs en passant de doubler la mise là-dessus, là. Parce que tantôt, Trump va commencer à frapper sur Carney. Puis là, vous allez quoi? Vous allez faire une autre stratégie complètement avec des autres clips pour dire que finalement, il veut plus Carney. Mais non, tu peux pas faire une stratégie électorale là-dessus. Puis ça, tout ce que ça fait, ça va faire changer aucun vote, ça, au centre. Puis ça va juste faire fuir la base encore qui avait des doutes là, sur Poilievre. Là, c'est ce que j'entends. Là. Il y a plein de candidats qui sont découragés de voir les votes fuir de part et d'autre, particulièrement à cause de la position sur la guerre en Ukraine, puis la position de réplique dollar pour dollar sur les tarifs. Il y a une bonne partie de la base que ça décourage. Hier soir, le président Donald Trump a appuyé Mark Carney. Pourquoi? Parce que, comme il l'a dit, c'est plus facile de le gérer et il sait que je serai un négociateur déterminé qui mettra toujours le Canada d'abord. Carney est faible et céderait aux exigences de Trump comme il l'a fait lorsqu'il était au siège social de son entreprise du Canada, du déménagement Canada à New York. Les Canadiens ne veulent pas d'un dirigeant faible. Ils veulent avoir un premier ministre fort qui mettra le Canada d'abord. C'est la déclaration officielle. En fait, c'est tout ce qu'il ne fallait pas qu'il fasse. Il l'a fait. Je me suis dit, attends un peu. J'ai pensé qu'il allait prendre cette opportunité-là pour essayer de contacter Trump tout de suite. Laisser Mark Carney de côté. S'occuper de lui, parce que c'est lui qui est en descente dans les sondages. L'autre est en montée. On va s'occuper de moi. Je vais changer le discours que Trump peut avoir à mon sujet. Je vais aller le rencontrer. Je vais essayer d'établir des contacts. S'il faut que ce soit à Washington avant la fin de la semaine, je vais y aller. Si c'est en fin de semaine à Mar-a-Lago, je vais descendre. Je vais essayer. Puis, pas besoin de publier quoi que ce soit. Je vais le faire dans les channels plus privés. Et je vais remettre ça clair. Non! Il est carrément tombé dans le piège qu'il s'est lui-même monté dans les dernières semaines. C'est incroyable. Non, depuis le début de l'année, les conservateurs, là, je regarde juste les marchés de prédiction, là, vos sondages qu'appellent des boomers avec des lignes téléphoniques ou des trucs en ligne qui récompensent des madames avec des cartes cadeaux. Là. Pensez-vous vraiment qu'il y a de quoi de scientifique derrière ça? Là? Donc, les marchés de prédiction, il y a, tu vois, le plus important sur les élections canadiennes, il y a à peu près 20 millions de line. Là. Donc, tu as des acteurs rationnels qui ont skin in the game de prendre position. C'est un peu comme une position en bourse. Donc, les positions que tu prends, tu prends des positions parce que tu veux faire de l'argent, tu veux pas en perdre. Donc, depuis le début de l'année, les conservateurs de Poilievre ont perdu pour de 30 points. Là. Son élection était pratiquement assurée en janvier. Il était à 93% de chance, alors que là, aujourd'hui, il est à 48%, puis Carney a passé devant. Donc, il y a des têtes qui devraient rouler dans un monde normal, là, une campagne qui dominait comme ça. C'est comme si tu arrives à la fin de la première période, tu mènes 7-0. Tu arrives au début de troisième, c'est rendu 8-7 là, ou 9-7. Fait que là, tu te dis, qu'est-ce qui s'est passé dans le game? Là? Donc, c'est exactement ça. Ça prend des changements de stratégie, ça prend des têtes qui roulent dans l'entourage de Poilievre. Moi, j'entends beaucoup de donateurs extrêmement insatisfaits de ce qui se passe. Beaucoup de monde, comme je te dis, des candidats qui sont découragés, qui perdent des bénévoles, qui ont de la misère à rallier les gens. Parce que dans la bulle médiatique là, dans laquelle ils sont pognés, là, ces gens-là se font spinner par du monde de radio. Tu sais, ils se présentent comme étant un peu contre les médias traditionnels, mais en réalité, ce monde-là se font spinner constamment par les médias traditionnels. Exact. Le message qu'on envoie, c'est que tout ce qui compte actuellement pour la campagne conservatrice, c'est l'image qu'on va donner aux médias par rapport à notre position par rapport à Trump, sans égard à ce que une bonne partie des électeurs conservateurs au Canada veulent et défendent comme position. C'est irresponsable. Honnêtement, on est en train de scraper une avance historique là, au Canada. Parce que quand on analyse l'histoire, là, on a les libéraux qui sont devenus tellement à gauche que là, tout le monde jump dans le bateau de gauche. Donc, les bloquistes, c'est probablement les électeurs les plus fuckés de l'histoire de la politique. Là, en tout cas. Donc, ils n'ont aucun problème à sauter dans le bateau de gauche parce qu'ils sont à l'aise avec ce genre de gouvernement-là. Le NPD, on le voit. Là. Donc, les électeurs du NPD sautent dans le bandwagon de Mark Carney aussi.
Puis on se ramasse donc un parti très à gauche, le Parti libéral. Le Parti conservateur est devenu quasiment un parti de centre. La gang le Beauceron, Max Bernier, représente finalement le côté républicain, le côté conservateur normal à nos yeux. Bon, jusqu'à maintenant, il n'y a pas beaucoup de chance, mais mettons qu'il va chercher 2, 3, 4 %. On sait que là, il y a des rumeurs qu'il irait au podcast de Joe Rogan, qui serait dans un autre podcast également qui est très, très écouté à travers les États-Unis. Donc, là, on voit qui sont les vrais conservateurs. Puis, j'ai quasiment envie de débouler sur un peu nos conservateurs québécois aussi. Donc, finalement, les conservateurs canadiens, c'est loin d'être des républicains. C'est loin d'être des vrais conservateurs dans le terme pur de ce qu'on voit du conservatisme. Donc, l'économie libérale, etc., etc. On a affaire à des gens très faibles. Moi, ça me décourage un peu. Au-delà du 51e État, on aura dealé le pays avec ces gens-là pour les prochaines années. Peu importe que ce soit un ou l'autre. Oui, je veux que Poilievre gagne contre Carney, mais je m'attends à rien si Poilievre gagne. C'est pas le fun, ça, pour un gars de 57 ans. Finalement, je gagnerai jamais. Ben, premièrement, comme je te disais, c'est un mauvais calcul parce que Poilievre avait déjà un problème avant tout le drame du 51e État puis que Trudeau s'en aille. Poilievre avait déjà un problème avec le discours pré cette crise-là, de couper dans l'État, rappelle-toi, là, de fire le gouverneur de la Banque du Canada avec raison, faire le ménage dans Radio-Canada. Il y avait toute une partie des conservateurs mous de centre qui n'étaient pas certains. Donc là, ces gens-là, dès que Trudeau est parti puis Carney est arrivé, il y a beaucoup de monde qui s'est coché la case qui était suffisante pour qu'ils s'en retournent chez les libéraux. Là, on enlève l'espèce d'opération de façade d'enlever la taxe carbone, alors que le slogan principal des conservateurs, c'était « Axe de taxe », rappelle-toi. Donc, oui. Là, il y a une bonne partie des gens, il y a une bonne partie des gens qui étaient déjà sceptiques puis qui appuyaient Poilievre du bout des lèvres. Ces gens-là sont partis. Et il y a à peu près rien que tu peux faire pour les ramener. Là, il te reste qui? Tu as toute l'espèce de droit des médias alternatifs, ceux qui sont venus tout de suite après la pandémie, ceux qui sont alignés avec Milei, avec Trump sur une bonne partie des enjeux, à part peut-être le 51e État, etc. Ben, les conservateurs ne peuvent pas gagner s'ils n'ont pas le soutien indéfectible de toute cette droite-là. À partir du moment que le monde qui écoute Rebel et compagnie là, commence à douter de la capacité de Poilievre de gagner, c'est terminé de Sauveur, vous êtes dans... Le best case serait minoritaire, puis même là, ça serait un désastre avec ça serait un désastre avec le portrait des 10 années de gouvernance libérale qu'on a, là. Que moi, ce constat-là ne se fasse pas dans la campagne de Poilievre, c'est absolument aberrant. Il y a pas, le reste, je sais pas comment ils calculent les appuis politiques, là, ces gens-là, mais à partir du moment que tu n'as pas le soutien indéfectible de toute cette droite-là, puis elle est difficile à saisir, cette droite-là, parce qu'elle répond pas dans les sondages traditionnels. On va le voir, on pourrait avoir une élection demain matin, Bernier a 7-8%, bang, ça a coûté 50 comtés aux conservateurs. Qu'est-ce que c'est qui s'est passé? Ben, c'est exactement ça qui peut se passer. Bernier s'y va à Rogan, Bernier s'y va à Patrick Bet-David. Ces gens-là, là, toute cette frange de cette droite-là, elle écoute pas les médias, elle lit pas les journaux, elle écoute ces podcasts-là, elle va sur Internet, elle se fait une idée avec ce qu'elle voit. Puis à partir du moment qu'elle doute que Poilievre peut gagner, peut être un leader qui s'aligne dans cette nouvelle droite-là, c'est terminé. Vous gagnerez pas au centre. It's over, là. Oui. Et en plus que le peu qu'on aimait de ce qu'il voulait, bien sûr, axe de taxe, axe de la carbone, le ci, le ça, bien là, on va le donner à Carney. Tu sais, Carney, qu'il soit pour vrai ou qu'il arrive avec un nouveau projet par après pour fourrer les gens qui ont voté pour lui, bien regarde, ils dealeront avec ça. Là. Mais au moins au niveau stratégique, il sait à qui il a affaire, là, au niveau des électeurs canadiens, québécois, etc. Il a mangé le lunch à Pierre Poilievre. Donc là, Poilievre est comme déstabilisé. Il vient de couper la taxe. Je comprends qu'il va revenir avec une bourse du carbone. Je comprends qu'il ne faut pas y donner. Mais au niveau stratégique, Carney, on dit, Carney, c'est un green, dans le sens, c'est pas green climat. Oui, ça n'est aussi, mais je veux dire. C'est pas important pour bien du monde, ça. À partir du moment que ça change de. Là, les gens voient, il y a un CV, c'est un ancien gouverneur de Banque centrale, c'est un communiste, c'est comme Trudeau, encore pire. Écoute, j'écoutais Frank avec Moret l'autre matin, il va probablement faire la même chose à l'antenne ici. Il a lu le livre de Carney, là. Le gars, c'est un green autoritaire qui veut vous enlever vos chars, limiter les voyages, puis mettre un genre des espèces de programmes COVID, là, comme on a vu PCU et compagnie, à perpétuité au Canada. C'est qui il est. Donc,
qui réussissent à masquer ça en enlevant de façade la taxe carbone. Bon, ça semble fonctionner. Écoute, je regardais YouTube hier, j'ai regardé une vidéo, puis à un moment donné, il y a une pub qui sort. Mark Carney, I remove the carbon tax. Puis après ça, c'est Canada Strong. Fait que là, si le boomer, tout ce qu'il veut, c'est s'opposer à Trump, puis genre, la taxe carbone, il a compris que c'était mauvais, ben là, il coche les 2 cases pour lui, pour lesquelles il est importante pour lui, là. Donc, tu sais, don't hate the player, hate the game. C'est un peu le même, ça marche de 2 bords, là. Oui, mais donc, il l'a fait. Tu sais, je veux dire, pour un gars qui est pas très expérimenté en politique, je comprends qu'il y a Gérald Bott avec lui, je comprends qu'il y a toute la gang avec lui, là, puis qu'ils savent comment gérer la patente. Mais pour Poilievre, de se retourner de bord puis de dire, ben écoute, je dois réajuster ma campagne. On disait, c'est un gars qui a de l'expérience, c'est un gars qui fait de la politique depuis tout le temps, il est discipliné, il sait comment faire. C'est pour ça qu'on ne réussira pas à l'attirer dans tel podcast ou dans telle affaire. Le gars, finalement, Chris, il est complètement déstabilisé sur 2-3 affaires que l'autre il a enlevées. Puis on comprend que l'autre, une fois au pouvoir, il va probablement être bien pire que Trudeau, c'est clair. Mais là, de voir que Poilievre n'est pas capable d'ajuster sa campagne sur 2-3 affaires qu'il enlève, ça démontre ce qu'on disait. Tu sais, moi, il n'y a pas juste les autres qui disaient qu'il y avait juste des slogans puis que ça manquait un peu de viande. On le disait aussi. Puis là, ça nous prouve que malheureusement, sacrément, on a raison. Puis il n'est pas capable de s'ajuster. Moi, je me dis, OK, Chris, on a eu confiance en Poilievre. Vous avez eu confiance. Tu lui as donné un coup de main. Tu as amené un paquet de chums. Tu as amené un paquet de gars avec qui ont de l'argent pour essayer de lui donner un coup de main. Puis là, ben, il se passe ça. Je veux dire, ça dit quoi sur lui? Ça dit quoi sur le fond qu'est Poilievre? Moi, ça m'en dit beaucoup, puis ça me déçoit énormément. Donc, il n'est pas bien loin des 2 autres d'avant, là. Il n'est pas bien loin. Tu sais, le gars, là, je me rappelle, je vais mettre les 2 noms qu'on a. O'Toole, puis l'autre. Finalement, il n'est pas si loin que ça, là. Tu sais, on a pensé, oh yes, finalement, on a un vrai conservateur qui est en train de prendre de la place. Mais ce que ça me montre, c'est que finalement, on a quelqu'un qui était aussi faible que ces 2-là. Puis le futur du Parti conservateur, c'est quoi, là? Je veux dire, ça va être un parti... Non, c'est terminé. Premièrement, s'il gagne minoritaire, Carney va être en position de force. Il ne pourra pas rien faire passer, à peu près rien comme projet de loi. Puis encore, partant du principe que tu avais une avance d'à peu près 25-30 points, on était à 200 sièges, là. Oui. Et plus. Donc, sous un discours qui était quand même cohérent, là. Même nonobstant la taxe carbone, il parlait de couper... D'ailleurs, ça, c'est quand même toujours la même équipe de Trudeau, c'est les mêmes ministres. L'autre a remodelé son cabinet avec à peu près tous les mêmes ministres qu'il y avait sous Trudeau. Ouais. Ça va être les mêmes déficits, ça va être... Là, il dit que non, mais essentiellement, avec le même monde qui sont autour. Ça devrait faire partie des lignes d'attaque des conservateurs. Ça, by the way, là, c'est les mêmes ministres qui ont créé le désastre qu'on a vu dans les 10 dernières années. Le Canada est 20-30% en retard sur le PIB par habitant des États-Unis. Puis il y a un autre, là, toute l'espèce de spin qu'on va se rapprocher de l'Europe qui est utilisé par Carney, les conservateurs devraient dire l'inverse. Un instant, il y a 20 ans, l'Europe et les États-Unis avaient à peu près la même taille d'économie. Aujourd'hui, l'économie des Américains est 2 fois plus grosse. Pourquoi? Parce que l'Europe, c'est une folie réglementaire, c'est une folie fiscale. Il n'y a pas d'innovation qui sort de là. Il y a juste des règlements débiles qui font fuir les capitaux. Puis nous, on va s'aligner bien plus les Américains que sur l'Europe. Donc ça devrait être un discours des conservateurs de Poilievre à l'heure actuelle. Non, il veut pas parce que probablement, je sais pas si c'est lui ou c'est les conseillers autour de lui, on lui dit que s'il prend cette stratégie-là, on va le coller à Trump. Mais enlever Trump de l'équation, notre partenaire stratégique, c'est les États-Unis. Historiquement, les conservateurs ont toujours été alignés avec les républicains. Là, vous allez me dire, ouais, mais Trump, c'est pas un républicain traditionnel, c'est pas grave. Il y a le soutien à peu près de tous les milieux républicains à l'heure actuelle. Oui. Puis, là, l'erreur que font les stratèges politiques puis les spineux, c'est de penser que Trump, c'est juste passager. Premièrement, peut-être qu'il va être affaibli des mi-mandats. Après ça, t'as Vance qui s'en vient, qui va probablement être élu ou qui a le potentiel. Puis t'as toute une école politique qui est en train de se former derrière ça. Je regardais des analyses sur comment Trump a gagné, là, une espèce de bon trend qui a été fait par un démocrate en passant. Puis Trump est allé chercher des voteurs républicains non traditionnels en frappant sur les bons clous. Ce que devrait faire Poilievre à l'heure actuelle, pas se concentrer sur des espèces de focus group de matantes au centre, entre guillemets, est-ce que ces gens-là vont changer de base si je prends telle ou telle position par rapport à Trump? Non, c'est quoi la base de gens qui n'est pas identifiée dans les cercles conservateurs traditionnels qui pourraient me faire passer majoritaire? Mais ces gens-là, actuellement, sont complètement démobilisés. Il y a un sujet que Poilievre, moi, je pense qu'il a eu du succès. Quand il est monté, là, on s'est entendu, là, dans sa montée, moi, je pense que c'est un de ses bons sujets.
le housing. Les appartements, les maisons, ça veut dire le prix de l'habitation, tout ça. Ça touchait énormément de monde. Puis moi, je pense que c'est un sujet on dirait qu'ils n'en parlent plus de ce sujet-là. Je ne sais pas pourquoi. Ouais, mais la cause de ça, Jerry, c'est quoi? C'est l'espèce de folie réglementaire d'un ville qui ruisselle du fédéral puis du provincial aussi. C'est toutes ces espèces de règlements-là qui limitent la construction dans les villes. Oui, mais qu'il y avait concret. Il y avait une bonne ligne là-dessus. Concret, ça, qu'il y a un plan concret. Tu dis, regarde, nous autres, là, au Canada, là, on a du terrain. Il l'avait dit à Jordan Peterson à un moment donné. Il dit, ici, au Canada, on a beaucoup de terre. Son entrevue avec Jordan Peterson, c'était en début d'année, ça. Il l'avait dit. Il dit, Canada, on a beaucoup de terre. On a de la place ici au Canada. On va rouvrir. Tu sais, il y avait comme un genre de plan. Il y avait. Tu vois, tu te dis, ah ouais, OK, c'est beau, on rouvre des terrains, on fait des. Il y avait comme un côté. Ouais, mais disait, les terrains fédéraux, puis aussi, non seulement ça, il avait menacé les villes de couper les subventions fédérales parce que c'est une des parties de Trump, qu'on aime ou pas, là. Je veux dire, il y a des menaces qui sont faites sur d'autres paliers de gouvernement pour faire avancer l'agenda. Puis ça, je veux dire, il vient de le faire, là. Il vient de le faire. 175 millions, il est annoncé il y a quelques minutes, là. 175 millions coupés à l'université de Penn State. Donc, Penn State University, qui est une des plus grosses universités, qui fait partie, je pense, de la grosse liste, là, de la grosse gang. 175 millions coupés parce qu'il continue à laisser les gars être dans les sports de filles. Donc, voilà. Il dit le financement fédéral pour tant et aussi longtemps que vous allez être là, on vous coupe. Donc, oui, menace, mais il fait. Avec les provinces. Tant que vous avez des projets, tant que vous faites obstacle aux projets énergétiques, aux projets de développement économique, on coupe X, Y, Z. C'est de même que ça va avancer. Le Canada est en retard, puis il faut ramener les capitaux, il faut créer la productivité et tout ça. Fait qu'il faut avoir un agenda clair. Puis s'il y a des maires activistes puis des petits politiciens provinciaux qui s'opposent à l'agenda, ben regarde, on va légiférer puis on va bloquer le transfert. C'est exactement ça. Puis rappelle-toi aussi l'angle avec la pomme, la façon dont il avait confronté les journalistes. De manière un peu passive-agressive. Là, tu sais, c'était fait de très bonne façon. Mais ce que ça envoyait comme message, c'est que les médias traditionnels, vous n'allez pas nous déranger. Alors qu'à l'heure actuelle, votre entière campagne est dirigée tel un pantin par les médias traditionnels. Vous êtes obsédés par l'opinion des médias traditionnels. C'est exactement ça qui se passe. Les gens se sentent trahis. C'est ça, les gens se sentent trahis. J'entends des candidats sur le terrain qui se font virer, des bénévoles qui s'en vont parce qu'ils disent « c'est pas à ça que j'ai souscrit », puis avec raison. Ouais. Mais qu'est-ce qui peut... Comment il pourrait virer ça de bord? OK, tu viens d'en donner quelques idées. Moi, je pense que l'histoire du housing est un peu fourrée avec ça. T'sais, on le voit juste avec la négociation avec les syndicats. C'est nationalisé, là, la construction. Là. Il y a une forme c'est quasiment des fonctionnaires. C'est lié à l'État, c'est lié à la CCQ, c'est lié à un paquet d'affaires. Donc la négociation qui devrait se terminer avant une grève au printemps, on le sait, là, sur une maison qui devrait coûter 250 000 à bâtir au Québec, maintenant, elle coûte 500 000 à bâtir. J'exclus le terrain de ça. Donc, 250 000 est rendu à 500 000 et avec la nouvelle convention collective, la même maison coûterait 540 000. Donc, t'as bien beau mettre Poilievre au pouvoir, il m'a dit de quoi, je ne sais pas qu'est-ce qu'il peut faire contre ça. Là. Les choses de base sur lesquelles il n'y a aucun contrôle, c'est très, très, très difficile pour lui d'essayer d'aller vendre ça pour penser qu'il peut changer ça. En tout cas, anyway. Mais qu'est-ce qu'il pourrait faire? Tu viens de donner quelques points, mais mettons que tu l'as 1 heure, puis il vient te voir, puis il dit, regarde, Joe, là, on s'est parlé plusieurs fois, tu m'as aidé dans ma campagne jusqu'à date, t'es quelqu'un qui est politisé, je veux t'entendre, je veux t'écouter. Qu'est-ce que tu as envie d'y dire pour changer ça? Sur l'Ukraine, sa position avec les États-Unis, qu'est-ce qu'il pourrait faire pour changer ce trend-là qui se passe en ce moment au Canada? Ben, là, sur l'Ukraine, les dommages sont faits. Là. On en a parlé, il a redoublé la mise. Moi, ça aurait été de ne pas en parler du tout. Là. On n'avait pas à se recommettre à ça. Les électeurs dont pour qui c'était l'enjeu savaient... Donc, il est too late là-dessus. C'est ça. Trop tard. Ça, c'est too late. Mais vraiment, juste plus en parler, ça serait déjà un bon début. Moi, je pense qu'on doit avoir une attitude foncièrement nord-américaine. Le Canada est dans l'Amérique du Nord et son partenaire principal, c'est les États-Unis d'Amérique. Et actuellement, il y a pas on va pas se tourner vers l'Europe. Ça va pas arriver. Puis faut se mettre complètement en porte-à-faux sur la position des libéraux. Si les libéraux sont 100% en guerre contre Trump et les États-Unis, puis il faut se tourner vers l'Europe, faut faire exactement l'inverse. Nous, on va trouver une façon de trouver un deal avec le bonhomme de l'autre bord. On va faire une alliance nord-américaine. Ça prendra la forme que ça veut. Mais on va vivre ou mourir avec les États-Unis, que vous le vouliez ou non, là. Que vous ajoutiez, ça c'est drôle. On voit comme les gens free market,
État de droit en premier, puis tout ce que je veux, c'est ma liberté. Finalement, ben, tout ce que ça prend, c'est un petit peu de politique, puis ils sortent en crise sur le drapeau canadien. C'est drôle en estime. Oui, exact. Ça, c'est très drôle. Finalement, avec, ouais, c'est ça. Fait que ça, c'était des bas instincts. Le nationalisme, avant, c'était des bas instincts pour les penseurs de la droite, là. Là, finalement, Chris, ils sortent le drapeau canadien, puis le short avec l'unifolié. C'est quand même assez drôle. Mais bref, faut s'aligner dans une dynamique nord-américaine, dans une dynamique d'innovation, l'ouverture des frontières, les capitaux. Est-ce que ça passe par, je sais qu'il irait pas jusque-là, est-ce que ça passe par une sorte d'alliance monétaire? Moi, je pense qu'il faut que tu mettes de l'avant-plan nos forces. Puis, il y a tellement de points en commun avec Trump. Ça, je dis avec mon tweet fictif, là, qu'il aurait pu faire en citant le président. Monsieur le président, on a des enjeux mutuels. On est affecté par des médias militants qui distorsionnent le débat politique dans la société. On a des universités débiles qui brainwash les jeunes. On a un déficit qui est non soutenable des deux côtés de la frontière. Exact. Les Américains sont encore pires. On veut protéger la frontière toutes les deux. On veut redonner à l'armée, que ce soit l'armée canadienne ou l'armée américaine, la défense de l'Amérique du Nord. On veut reprendre ça en main. Puis se retirer. Il devrait être un candidat anti-guerre, Poilievre. La nouvelle droite c'est même pas une question de droite ou de gauche. Ces gens-là sont anti-guerre. Les mêmes gens qui étaient contre, en général, les mesures abusives pendant la pandémie. C'est ça qui fait qui forme la base de ton mouvement. Donc, voici les piliers idéologiques de ta base. Puis le monde qui chiale dans le milieu, ben, ils iront que les libéraux, je m'en calisse. C'est pas avec ça que tu vas gagner. Puis anyway, si tu veux gagner avec le centre, tu vas être at best minoritaire puis tu gagneras jamais, là. Ça serait ça mon conseil. Tu dois aller all-in dans une dynamique nord-américaine, que vous aimiez Trump ou pas. Il est là, c'est le président des États-Unis puis le commandant en chef des forces armées les plus puissantes de l'histoire du monde. Et ça va pas changer dans 2 ou 4 prochaines années. Puis moi, je pense que c'est une école politique qui va faire des petits. Puis il y a bien des politiques, vous allez être surpris, là, il y a bien des politiques que Trump adopte là qui vont être repris même par les démocrates. Fait que cette espèce d'isolationnisme-là américain versus le reste du monde, ça pourrait même être éventuellement repris par les démocrates dans une nouvelle mouture quand ils vont se recentrer. Oui, parce qu'habituellement, c'est plus eux autres qui sont naturellement portés vers ça. Ah oui, ben oui. Donc, tous les conflits économiques dans le passé, rappelez-vous la guerre du bois, là, ça venait d'un amendement d'un sénateur démocrate, l'amendement Byrd, Robert Byrd. Les démocrates étaient de loin les plus protectionnistes. Donc, il y a probablement des lobbies qui poussent pour les tarifs qui sont directement proches des démocrates, là. Puis, il y a beaucoup de choses qui ont peur d'aborder parce que on disait les Québécois sont très, très émotifs. On le voit, là, les affaires qui se passent dans les patentes qui se passent dans les supermarchés. Là, c'est rendu que les supermarchés sont obligés d'envoyer des communiqués quasiment pour dire de lâcher les légumes, les fruits, puis d'arrêter de les écraser, puis d'arrêter de virer le stock dans les allées parce que ça donne beaucoup d'ouvrages au monde, etc., etc. Ça montre le côté très... Je ne sais pas combien il y en a de monde de même, là, mais il y a des gens très, très, très émotifs. Moi, je pense que c'est beaucoup moins qu'on le pense, mais ça fait beaucoup de bruit. Donc, les politiciens et les médias réagissent beaucoup à ce genre de patente-là, même si c'est probablement très minime. Mais à un moment donné, il va falloir être un adulte un peu. Puis il va falloir qu'il parle vraiment en adulte avec les Canadiens. Parce que les Canadiens sont beaucoup plus émotifs dans ce dossier-là que finalement, on pensait qu'ils étaient... C'est ça être un leader aussi, c'est de s'élever au-dessus de la passion du moment et éduquer les gens sur ce que sont les bonnes pratiques. C'est ça ce que le tweet de mon ami Vincent Geneloso ce matin. Arrêtez d'être... Trump, c'est un troll. Il vous garage d'un bord puis de l'autre, puis en fait, c'est comme un... Tu sais, quand tu prends une flashlight, un laser, puis tu fais bouger le... Tu sais, tu promènes ça en terre, puis le chat se promène partout, là. C'est exactement ce qu'il fait avec les médias et les politiciens. Vous, tout ce que vous faites, c'est ou quand tu es un défenseur, puis tu fais qu'à regarder à POC, tu te fais diquer par le gars. C'est exactement ça qui se passe. Arrêtez de regarder à POC, regardez le gars, puis jouez l'homme. C'est ça qu'il faut faire. Il faut s'élever au-dessus des passions du moment, des débats de surface de « Ah, ben là, le 51e État, puis les États-Unis... » Premièrement, les gens ont une vision distorsionnée du poids du Canada dans le monde. Comme tu l'as dit, je veux dire, tous les métriques à l'heure actuelle pointent dans la direction où on devrait même pas faire partie du G7. Les gens vont dire « Ouais, mais historiquement, c'est encore lisse, OK? » Historiquement, les Canadiens, le Canadien a 24 Coupes Stanley. Là. Là, on fait à peine les séries. Fait historiquement, là, il y a bien des affaires qui sont passées historiquement. Past performance, c'est quoi les performances passées ne sont pas garanties des rendements futurs. Fait que ça, c'est vrai aussi en politique. Puis c'est ça le leadership. C'est s'élever au-dessus de la passion du moment, puis défendre des opinions qui sont difficiles à défendre, qui sont impopulaires de le faire. Puis dès que tu réussis à passer à travers la petite crise, là, après coup, là,
regardez dans l'histoire, Churchill a fait ça. Churchill était contre tout le monde quand il disait que l'Allemagne s'armait. Il disait, les conservateurs du moment, ils disaient quoi quand Churchill disait ça, les Allemands? Ah, mais là, on veut pas, on veut rééquilibrer le budget, c'est plus le temps de s'armer, la Première Guerre est finie, ça nous concerne pas. 5 ans plus tard, si l'Allemagne envahissait la Pologne, puis Churchill était consacré comme l'oracle qui avait raison. Ben c'est ça, faire partie de l'histoire. C'est se lever de bout quand c'est impopulaire puis difficile de le faire. Puis moi, c'est ce que je m'attends de leaders conservateurs actuellement au Canada. C'est de se lever au-dessus de cette polémique-là, de dire non, les tarifs, la réponse aux tarifs, c'est pas de mettre plus de tarifs, puis de la réponse aux États-Unis qui sont un peu antagonistes envers le Canada, c'est pas se tourner vers l'Europe, c'est de renforcer nos liens avec les États-Unis avec tous les canaux qu'on peut trouver. Joe est en feu. Et on a fait une autre demi-heure avec lui sur la version Prime. beaucoup de stock, incroyable. Thank you, Joe. Next, Yann et Frank. Avec Yann qui revient. I love it. Listen. Radiopirate.com. Radiopirate.com. Radio Pirate. Come on, boys! Pirate. Radiopirate.com. Bon, Yann et Frank avec Yann et Frank. C'est ça que ça veut dire. Donc, Yann et Frank avec Yann et Frank. Parce qu'on a eu Yann et Frank avec Frank. Mais là, c'est Yann et Frank. Donc, bon retour, mon ami Yann. Ça a brassé pas mal depuis que t'es parti. Beaucoup d'émotions. On est à la place d'émotion. Même que les supermarchés sont obligés d'envoyer des petits communiqués dans les spotted pour dire d'arrêter d'écraser les casseaux de fraises et patentes de même. Mais sérieux... j'en parlais tantôt avec Joe Hamel. Je vous pose la question à vous deux. Celui qui a été le plus adulte jusqu'à maintenant, c'est un monsieur de 80 ans dépassé. Ça a été Lucien Bouchard, pour tout le Canada au complet en passant. Mais on n'est pas dû pour... que des leaders, s'il en reste, s'il y a vraiment des leaders, pas certain qu'on a vraiment des leaders, on a plus des mopettes que d'autres choses, mais y a-tu quelqu'un qui peut jouer le rôle de leader puis de calmer un peu tout le monde? D'abord, de mettre les choses au clair, d'expliquer les affaires, d'instruire. Je pense pas, parce que je suis pas sûr que c'est payant. Ouais, écoute, le shit show qui se passe hier, là, avec Trump à l'entrevue de Fox, il est magique, là. Il sort, il dit, grosso modo, il se fait pousser dans les câbles un peu par la journaliste qui était quand même assez insistante. Puis il finit par dire, il dit, moi, je préfère les libéraux. C'est plus facile de dealer qu'eux autres. Guillemets, ici, ils sont plus faibles. Puis de Pierre Poilievre, il y a une approche plus dure. C'est ça qu'il faut comprendre. Là, tu te dis, OK, l'approche dure n'est pas intelligente là-dedans. Moi, que Pierre Poilievre ait une approche dure en termes de tarifs, je trouve pas ça intelligent. Le discours de Maxime Bernier, par exemple, il est plus proche de mes valeurs, mes idées. Sauf que quand Maxime Bernier les dit, il baisse d'un sondage. Puis quand Pierre Poilievre, il prend la façon canadienne de dealer avec ça, de montrer qu'on est tough, même si on sait qu'on ne l'est pas, il baisse beaucoup moins dans les sondages. Puis Trudeau a monté dans les sondages en montrant qu'on est tough. Fait que là, t'es là, tu dis, OK, Trump, il dit comme Carney est faible, donc je préfère dealer avec Carney. C'est un peu ça qu'il a dit. Fait que là, tu te mets dans un contexte canadien, tu te dis, OK, là, les Canadiens vont commencer à triper sur Poilievre parce qu'il y a un discours tough envers Trump qui n'est pas mon discours, qui n'est pas le discours que je veux avoir. Mais là, ils viennent de se faire dire qu'il n'est pas tough. Donc, les autres, ils pensaient qu'il était tough. Ils viennent de se faire dire... Moi, je ne l'ai pas interprété de même. Là. Moi, j'ai interprété un gars qui ne suit pas bien la politique canadienne. Puis qu'il a dans le cul Poilievre, parce que Poilievre a joué toutes les mauvaises cartes qu'il pouvait jouer. Là. Il avait dans le cul Trudeau. Puis il y avait dans le cul Trudeau. Puis là, finalement, il s'est dit, je connais pas trop, là, mais... regarde, mais moi le conservateur, je l'aime pas. Il aurait dit l'inverse. Mettons, Poilievre s'en va à Mar-a-Lago avec Daniel Smith puis avec Kevin O'Leary. Il va juste lui donner sa carte. L'autre dit, you want to play golf with me? No, I don't play golf, Mr. President. Ça aurait été mauvais pour Poilievre. C'est ça qui est débile dans l'histoire. C'est que présentement, le fait que Mark Carney passe pour un mou, Poilievre pour un dur, dans le contexte canadien, ça va faire en sorte que les gens vont se remettre à triper sur Poilievre. Pour les mauvaises raisons. Tu penses? Ben oui. Tu penses que ça va virer de même? Les Canadiens veulent qu'on ait une vengeance, qu'on réplique l'autre. On pense qu'on est capable de faire plier Trump. Je veux dire, on est dans le champ solide. Là. Le Canada au grand complet pensait ça. Mais ceux qui ont une récompense dans les sondages présentement, c'est ceux qui ont une approche tough comme Doug Ford, qui
s'est couché devant Trump en bout de ligne. Et il a montré qu'il était prêt à lui couper l'électricité. T'as une prime au domi. C'est ça en ce moment. Non, mais en ce moment, c'est ça. Plus t'es cave, plus les électeurs te choisissent. En ce moment, c'est ça. Pourquoi? Parce que on est dans la phase arc-en-ciel des tarifs. Puis celui qui dessine les arcs-en-ciel, ben c'est celui qui a la prime. Tu sais, Carney s'est échappé là, quand il est allé avec Macron, là, puis il a dit ouais, là, il va falloir peut-être qu'on juste revenir sur la terre, là, dollar pour dollar, la formule de Poilievre, on peut pas faire ça. Là, on peut pas répliquer tout le temps. Moi, je pense que c'est une erreur. Il aurait jamais dû. Il a raison de dire ça, mais il n'aurait pas dû le dire. Parce que les gens qui sont maintenant tatoués une feuille d'érable dans le front, eux, ils veulent Capitaine Canada. Nous autres, on regarde ça, on est comme, voyons, calisse. On est dans un rapport 10-1. Êtes-vous malade? Mais c'est ça que les Canadiens sautent. Puis pire que ça encore, les Canadiens, et en tête de liste de ça, les Canadiens québécois souverainistes. Oui. C'est eux qui en veulent le plus. Les péquistes avec les péquistes avec un drapeau canadien, ça c'est les plus weird qu'il y a pas. Si vous voulez rire, allez lire Madeleine Pilote Côté ce matin. Elle commence son texte en disant qu'elle est souverainiste, puis elle fait une ode au Canada tout le long du texte, en disant aussi qu'elle était sexuellement active. Sérieusement, le texte vaut la peine d'être lu. Elle, je sais que c'est une spéciale, mais Josée Legault, qui est en politique depuis toujours, au niveau de l'analyse, elle est péquiste social-démocrate depuis toujours, et qu'elle s'est rendue bandée sur le fédéral. Nous autres, on regarde ça, on est bien crampés, mais ils représentent du monde. Là. Ouais. Ces gens-là, ils représentent une bonne... Tu sais, je pense que tu disais ça avec ta mère aussi, Jeff, mais je pense qu'elle n'est pas toute seule, là. Les boomers péquistes, en ce moment, sont sur le bord de faire des odes aux Rocheuses. Là. On pensait jamais voir ça de notre vie. Ils haïssent le Canada depuis qu'on est au monde. Ah, les Lord Durham, puis ils ont voulu nous assimiler, puis toi, t'as pas connu ça. Ferme donc ta gueule, toi, t'as pas connu ça, l'époque où on se faisait parler en anglais au téléphone, speak white, puis ils nous traitaient de frog dans les compétitions sportives. Puis là, ça se vire de bord. Hey, vive le Canada! Si Trump pense qu'il va me voler mes Rocheuses, ouais, là, voyons, ça va dessus. mais il y a pas. Vous autres, ne pensez pas qu'il y a quelqu'un qui peut casser ce genre de feuilleton-là? On va être dans parce que l'émotion, ça dure le temps d'une. Ça peut durer 2 ans et demi. À ce point-là? Jeff, la COVID. Ouais. Hey, on avait le bon discours dans le cas. Ouais, mais Chris, ça n'avait pas de mourir. C'est un autre game, là. Ouais, mais là, le monde a aussi peur de Trump. Je veux dire, on carbure à la peur aujourd'hui. C'est ce que tu veux qu'on fasse. Je le comprends pas. Les gens sont pas rationnels, mais garde, c'est dans le monde dans lequel on vit. Mais je veux dire, la crise de la je l'ai eu le monde dans lequel on vit, Nasty, je peux te dire. Je suis tanné, là. Moi, je suis vraiment tanné, là. Ben, j'ai appris à le détester pendant la COVID aussi. Mais je veux dire, on le sait qu'on avait le bon discours dans la COVID. Il y a personne qui nous le dit, là. Il y a personne qui dit, ouais, vous aviez raison. Les atteintes à la liberté allaient trop loin. On n'aura jamais de remerciements. Il n'y a jamais personne qui va nous le dire. Les auditeurs le savent. Ceux qui nous ont entendus du début à la fin savent qu'on était target. Mais les opposants, eux autres, ils font comme si c'était jamais arrivé. Mais pendant 2 ans, 2 ans et demi, les gens qui étaient le plus proches du bon discours à avoir, ce que Maxime Bernier fait présentement, c'était nous autres. Mais entre toi et moi, au niveau de la notoriété publique, l'acceptabilité sociale, peut-être le meilleur terme à utiliser, est-ce que tu trouves qu'on a été accepté socialement dans notre société pendant l'épisode de la COVID, toi? Mais non. Non. On n'était pas alignés avec le Québécois moyen. On n'avait pas les mêmes désirs que le Québécois moyen. Ben, on l'est encore, là. C'est la même affaire. Là. C'est la même affaire. Présentement, le Québécois et malheureusement le Canadien moyen également, ce qu'ils veulent, c'est une approche tough envers Donald Trump. C'est ce que Poilievre représente dorénavant. Et il n'a pas la bonne approche économique, Poilievre. Je suis en désaccord complet avec ce qu'il fait. Mais par rapport à ce que le Canadien moyen veut ou le Québécois moyen veut, c'est ça qu'il veut. Justin Trudeau, l'approche qu'il avait, il était bien aligné avec ce que les Canadiens voulaient. C'est la raison pourquoi que les libéraux ont remonté dans les sondages d'ailleurs. Là, ils ont un bug parce que là, tu as deux affaires qui viennent ternir l'image de Mark Carney. Ce qu'il a dit en Europe, dollar pour dollar, pas une bonne approche. Il a raison, mais c'est pas ce que les Canadiens veulent. Et là, Donald Trump qui soudainement lui dit « ce serait lui mon adversaire préféré ». Ouais. Sous-entendant qu'il est faible. Écoute,
il va avoir de l'eau dans le gaz des libéraux si ça perdure. Et c'est pour ça que, normalement, on se serait attendu que le premier ministre, le nouveau premier ministre, sa préoccupation numéro 1, ce soit non pas de déclencher des élections, non pas d'aller prendre des photos avec Macron et avec le roi Charles III, mais de régler ce dossier-là au plus sacrant. Si tu as l'intérêt collectif à cœur, t'es le premier ministre, t'es le nouveau premier ministre de la nation. Là. Normalement, ta priorité, ça devrait être ça. Mais ça n'a pas l'air à l'être. Mais on le sait pourquoi ça ne l'est pas. Parce que s'il va, là, Trump, il va leur virer de bord comme une Il va le démolir. Il va le démolir. Et là, son seul argument contre Poilievre, parce que le gars, ses idées sont exécrables. Il a défendu à peu près toutes les cochonneries possibles et inimaginables que les libéraux ont faites. Là. Le EDI, la taxe carbone, le T'as lu son livre. T'as lu son livre, de ce que je comprends. J'ai lu son livre, puis dedans, c'est tout ce que les libéraux nous disent dans les 10 dernières années. Lui, il défend ça. Là. Equity, diversity, inclusion, le ci, le ça. Donc, lui, il faut qu'il préserve jusqu'à l'élection son image de gars qui peut dealer avec Donald Trump. Et la seule manière de faire ça, c'est de ne pas le rencontrer. Parce que s'il le rencontre, la balloune va se dégonfler, on va faire boire. Quand j'ai vu qu'il partait en Europe, il y a personne qui a soulevé ça. Je sais que tu l'as soulevé aussi dans un tweet, mais c'était clair, c'était ça. Là, c'est carrément ça. Le gars, il a voulu éviter à tout prix. C'est même aller dans le Nord, Chris. Je veux dire, essayer de faire une affaire avec l'Australie dans le Nord, je comprends pas trop patente. Là. Le gars, il veut pas y aller à Washington. Il veut pas aller à Mar-a-Lago. Il sait que ça risque de finir peut-être là, son histoire, juste d'un voyage ou d'un semblant de voyage. Ça peut finir vite de même. C'est sûr que c'est une patente comme ça. Mais ce que tu dis, Yann, parce que je comprends un peu, tu fais ton calcul en disant... Ben finalement, Poilievre, il n'a pas tellement bougé dans les intentions de vote. Il a bougé un peu vers le bas, mais pas tant que ça. C'est plus que c'est que les bloquistes, puis le NPD, puis même du monde des Greens se sont joints aux libéraux, puis là, les libéraux sont passés en avant à cause de ça. Bon, OK, parfait. Sauf que, tu dis... Maxime Bernier n'a pas remonté avec le bon discours. Je sais. Ça, c'est l'autre élément. Là. Ça, c'est très surprenant. T'as raison, très, très, très surprenant. Mais... La base de Poilievre, la base d'un parti politique, là, elle ne te lâchera jamais, puis c'est sur elle que tu vas bâtir ton affaire. Puis je suis pas certain que tout le monde achète pareil ce discours-là, le discours de ce que tu dis, que tu as raison en passant, là, dans le sens que c'est ça que les Canadiens veulent entendre. Mais là, de ce qu'on comprend à l'intérieur du parti, il y a un peu de grenouillage. Il y a des candidats, il y a des bénévoles, il y a des gens qui disent... Ouais, position sur l'Ukraine, position tarif sur tarif, etc., etc. Ça démotive mon monde. J'en ai qui partent, sont complètement perdus avec cette histoire-là. Donc, tu sais, le cœur de ton parti, là, qui risque que tu vas en avoir besoin peut-être pendant la campagne, parce qu'on ne sait pas, ça peut changer bien vite avec ce qu'on vient de parler avec Carney. Tu n'as besoin de cette base-là. Puis, je pense pas sûr que toute cette base-là est à l'aise avec le discours. Ceux qui étaient là, dans la popularité grandissante de Pierre Poilievre, je comprends. Des gens qui ont parti des libéraux puis qui ont sauté dans le bandwagon conservateur. Je comprends que le discours que tu viens de dire, mais la base, là, je suis pas sûr qu'elle est toute à l'aise. C'est celle-là d'Alberta, de la Saskatchewan, même si Daniel Smith... Non? C'est pas tant grave. Puis ça, c'est le grand paradoxe de la politique. C'est que la pureté idéologique, généralement, ça va t'aider beaucoup à ramasser des donations et des militants. Des membres, autrement dit. Sauf que, systématiquement, les gens qui sont très motivés à donner de l'argent ou à militer à l'intérieur d'un parti politique, généralement, ne sont pas très proches du centre. C'est des gens qui sont idéologiquement plus éloignés du centre, plus geeks au niveau politique aussi, puis sont très, très, très partisans. Puis si tu écoutes ces gens-là, c'est ça qui est le plus frustrant en politique, pour vrai. Là, pour en avoir été un militant de parti politique, si tu ne fais qu'écouter tes militants, tu ne gagneras jamais une élection. Parce que l'élection, elle se gagne avec l'électeur médian. Puis surtout dans un contexte de deux partis. Parce que c'est ça qui est... Les nouveaux sondages que vous voyez, c'est un retour... Canada avec deux partis. C'est un retour à la politique bipartisane au Canada. Là. On retourne en mode deux partis politiques. Le NPD va se faire swiper. Et peut-être même le Bloc québécois, si ça continue, ce qui serait une crise de bonne nouvelle, tant qu'à moi. Mais en mode deux partis, Poilievre a l'air de baisser dans les sondages, mais en réalité, c'est pas qu'il baisse, c'est que là, on revient à une dualité. Ça veut dire que là, tu n'as plus besoin d'avoir 35% du vote pour gagner, tu dois retourner à 50% du vote pour gagner l'élection. Ouais. Et le Canada, c'est un pays de gauche.
plus à gauche que les États-Unis. Fait que, tu sais, la seule manière que la droite gagne au Canada, c'est quand le vote est divisé. Ouais. Parce que Poilievre, là, il capait à 42, 43, 45, mettons, dans les meilleures journées. S'il y a 2 partis, c'est libéral jusqu'à la fin des temps. Mais en fait, c'est pas vrai. Ça va alterner parce que le Parti conservateur va se dénaturer en disant, si dans une lutte à 2, si on veut gagner, il faut qu'on se rapproche du centre. Exact. C'est ça qui est chiant en politique, en fait. Ben oui, c'est ça qui est chiant en politique. Parce que les libéraux, eux autres, ils occupent tout l'espace en ce moment. C'est pour une raison. C'est pour ça que je dis, c'est dur d'analyser le pourquoi du comment en dehors de la mouvance irrationnelle qui se passe en ce moment, de la peur des Canadiens qui se retournent vers leur gouvernement. Parce que, tu sais, on a bien beau dire c'est de la faute à Poilievre puis de son discours. Ouais, mais Poilievre, il explique pas pourquoi le 3/4 des gens qui votaient NPD sont en amour avec le banquier. Puis il explique pas non plus pourquoi les bloquistes souverainistes qui haïssent le Canada sont rendus avec le banquier. Moi, je sais. Pour moi, ça, tout ce mouvement-là qu'on voit en ce moment, il ne peut s'expliquer que par des Canadiens désespérés, apeurés par le média, par l'actualité, qui se cherchent désespérément un sauveur. Et à TV, on lui dit que le sauveur, c'est le gars avec la mallette en cuir qui a été banquier. Puis lui, l'autre... Puis tu sais, moi, ce que j'entends autour de moi, là, les phrases que tu entends, c'est « Ouais, mais pour qui tu veux qu'on vote? Pour Poilievre, le mini-Trump? » Ouais, ça, c'est ça. Ils ont réussi à y coller cette étiquette-là. Alors qu'il est zéro, là. Alors qu'il est zéro pin barre, là. Fait que, tu sais... Ah, mais c'est décourageant, je suis découragé. On est tout le temps... on est condamné à être découragé aussi, Jeff. Ça, il faut le comprendre. Ah, je suis tanné. Les geeks politiques, là, ceux-là qui suivent ça beaucoup puis qui aiment les idées politiques, tout ça, vous êtes condamnés à être déçus. Si vous voulez gagner une élection un jour, là, c'est sûr que le gars qui va gagner l'élection pour vous, il adoptera pas 100% de vos idées. De la même façon... Non, je dirais ça. De la même façon que si vous étiez républicain aux États-Unis aujourd'hui, je pense dans ton cas, ça doit être encore plus facile à comprendre, étant donné que tu passes beaucoup de temps là. Mais tu sais, moi, personnellement, si je suis aux États-Unis, c'est pas vrai que je vote pour Kamala Harris. Hein. C'est pas vrai que je vote démocrate. Même aujourd'hui, si on refait l'élection, c'est pas vrai que je vote démocrate. C'est sûr que je vote républicain. C'est sûr que je vote Donald Trump. Même si je sais que c'est politique économique avec les Navarros, avec les Lutniks puis les Bassens, c'est pas yable. Puis je suis pas d'accord avec ça. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, là, il faut que tu Non, mais ça, je deal avec ça. Moi, je le dis depuis tout le temps. C'est la même chose ici. Je dis, si, mettons, j'étais aux États-Unis, je voterais Donald Trump et je voterais républicain, même s'il y a bien des affaires de Donald Trump que j'aime pas. Tu sais, tout ce côté-là, le côté péquiste, économique, nationaliste, moi, j'aime moins ça. Il y en a qui trippent là-dessus, il y en a qui comprennent la patente. Ça a l'air que moi, je comprends rien. Mais regarde, je deal avec. Mais je veux dire, je le ferais pareil. Tu comprends? Ouais, chez nous... C'est la même chose ici. Ouais, mais chez nous, j'ai un peu fait ça tout le temps. J'ai un peu tout le temps voté... D'abord, moi, c'est mes dernières élections. C'est ma dernière élection provinciale, ma dernière élection fédérale. Après ça, c'est une question d'âge. Mais non, mais un jour, vous allez comprendre. Vous allez approcher mon âge. Donc, 60 ans après ça, regarde, je laisse les jeunes, puis je ferai pas ce que les boomers m'ont fait. Asti, ils ont commencé à m'écœurer, j'avais 15 ans. Ils m'ont écœuré à 25 ans, ils m'ont écœuré à 35 ans, ils m'ont écœuré à 45 ans, puis à 55 ans, j'en ai encore d'impact. Je peux garantir une affaire à mes enfants, puis à leurs petits-enfants. Je ferai pas ce que ce style gang-là ont fait. Donc, moi, il m'a décroché. OK? Il m'a fermé la TV, puis vous voterez pour qui vous voulez. Ça va être votre monde, ça va être votre avenir, ce ne sera pas le mien. Moi, le mien, ma vie va être... Tu pourrais voter pour le candidat de tes filles, tu doublerais leur vote. Oh, OK. Ben, tiens, regarde, c'est bon, ça. J'aime ça, ce côté-là. Wow, c'est rationnel, parfait. Mathématique, quand il y en a un qui va voter Québec solidaire, tu vas voter QS? Non. C'est ça l'histoire. Mais ça n'arrivera pas. Mais la beauté, c'est que ça n'arrivera pas. Ni une ni l'autre. Mais, tu sais, j'ai fait ça toute ma vie. Jerry aussi. Puis vous l'avez fait aussi. On a toujours voté un peu stratégique. Stratégique ou on a. Moi, j'ai hâte de voter pour quelque chose. Là, la dernière fois, je peux-tu voter quelque chose? C'est pour ça que à la prochaine élection fédérale. Puis je le dis aux pirates. Regarde, aux pirates, je comprends très bien que j'aime mieux avoir Pierre Poilievre comme PM que Carney ou avant Trudeau. Mais là, je me fais plaisir. OK, je me fais plaisir, puis je vais voter Bernier. Je n'ai jamais voté pour Max, puis je vais voter Bernier parce que j'ai regardé son programme, il est venu me jaser. Il est meilleur qu'il n'a jamais été. Un bout de temps, il était comme un peu bizarre.
Puis là, il est ciblé, il est comme il devrait être, comme il a déjà été avant, il y a longtemps, quand il a commencé en politique. Donc, je me suis dit, je vais là. Tu sais, je vais là. Puis ça n'a rien à voir avec... ça n'a rien à voir avec le 51e État. J'avais décidé ça avant, là, OK? Ce que ça représente aussi, puis il faut comprendre une chose, c'est que l'électeur moyen de Bernier, si Max Bernier n'est pas là, parce que tu as la théorie de Jason Kenney, qu'on a vu sortir, une attaque assez frontale là, envers le PPC. Moi, j'embarque pas tant que ça dans la théorie de Jason Kenney. Ça, c'est la politique. C'est quoi la théorie de... tu sais, c'est qu'il faudrait que ce parti-là disparaisse de cette façon-là. Le 2, 3, 4% qu'ils peuvent aller chercher, ben, ils iraient aux conservateurs, puis comme ça, on pourrait gagner. Tu sais, il y a tout le temps ça un peu. Tu l'as eu à l'époque, même dans le temps que Bernier était plus haut, peut-être à 10-12% avec O'Toole. Là, les gens sortaient et disaient, là, si on avait les votes des PPC, si Maxime Bernier n'était pas là, s'il fuckerait pas le chien, ben, on n'aurait pas Trudeau au pouvoir. Ça tient pas la route, cette théorie-là, parce que généralement, l'électeur d'un parti marginal, tu sais, je parle vraiment en termes généraux, parce que ça s'applique à d'autres partis marginaux, lui, il recherche une certaine pureté idéologique. Là. Il veut que tu représentes exactement ses idées, que ce soit inviolable. Il veut pas un parti qui recherche justement l'électeur médian. Il veut quelqu'un qui parle de ses idées à fond de train. Il va donner de l'argent, il va militer, puis il va en parler dans tous les commentaires YouTube puis Facebook, puis il va dire comment que ça n'a pas de... Vous voyez un peu le genre? Ben, ça reste que tu es condamné à la marginalité si tu vas chercher cet électeur-là. Mais cet électeur-là, la journée que le parti disparaît, est-ce qu'il se met à voter pour conservateur? Pas en tout. Il fait juste rester à la maison. Oui. Il fait juste pas voter. Oui, c'est ça, exact. La présence ou non du parti politique de Maxime Bernier ne change strictement rien. Mais les gens comme Jason Kenney, qui comprennent vraiment pas bien la politique, ben dans leur tête, si tu supprimes le PPC, tu te mets dans une position plus facile. Tout le monde en vient au bercail, puis etc. Mais la raison pourquoi Maxime Bernier, son parti existe, c'est parce que les gens, je comprends qu'à un moment donné, c'était plus que, comme tu dis, c'était plus proche de 10 que de 5. C'est que le parti qu'il y avait peut-être avant, ils avaient comme laissé tomber, où les idées ne représentaient rien. Donc, ils sont un peu responsables de la création du parti de Maxime Bernier. Et anyway, je vais juste vous dire une affaire. Là. Avec ce qu'on a entendu hier, je veux juste vous dire quelque chose. Là. Enlever les fermiers qui sont un système démocratique complètement désuet pour les conservateurs, OK? Ou des gens qui ne sont pas membres, qui sont juste membres pour un week-end, achètent une carte de membre et s'en vont voter en bloc avec l'organisation de l'UPA, les autobus qui sont rentrés là. Ah, c'était lui dans le temps. Là. Hein? On n'aurait jamais eu Andrew Scheer. Ben voilà, OK. Donc, c'est arrivé très serré, on s'appelle la patente. Malgré le fait que toute la gang soit arrivée. Vous savez, parlez-en à Sylvain Charbonneau de comment il arrive quand le food professor, quand il arrive en autobus pour venir t'intimider, c'était une méchante gang. Donc, ils ont réussi à ne pas le faire rentrer. C'était très serré. Mettons que ça n'arrive pas, ça. Moi, je pense que la gestion de l'offre, n'existe plus. OK? C'est fini. Et c'est quoi le sujet numéro 1? Quel est le symbole pour donner des ailes aux idées de Trump sur comment ils sont maltraités par le Canada? Il leur dit encore hier dans l'entrevue. Il leur dit encore hier 3 fois. Ben oui, il leur dit encore hier dans l'entrevue. Donc, finalement, Bernier, il avait raison, puis c'est ça qui a fait qu'il a parti un nouveau politique à part ça. Ce que beaucoup de gens reprochent à Bernier, c'est qu'il aurait dû avaler sa couleuvre, puis attendre que Scheer se casse les dents, puis prendre la... c'est clair. Il aurait peut-être pu, mais je te dis ce que des gens pensent. Ils ont peut-être raison ou ils ont peut-être pas raison, mais il y a des gens qui pensent qu'il aurait dû attendre, pas partir le PPC, puis quand Scheer se plante, se représenter à la chefferie, puis il aurait probablement eu des chances. Je comprends leur point. Je comprends leur point, mais il faut parler avec Max, soit en privé ou dans un podcast, il dit pareil. C'est que c'était invivable pour lui. Je suis d'accord, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des gens, puis je pense que Denis Labelle t'avait déjà dit ça aussi à un moment donné, tu sais, les conservateurs, c'est comme une genre de famille, là. Puis beaucoup de gens lui en veulent parce qu'ils disent il a chié dans la pelle, finalement. Là. Il est les Jason Kenney de ce monde. Là. C'est ça. C'est pour ça qu'il tape un peu dessus tout le temps. Puis que même lui, c'est pour ça que des fois, il fait des attaques sur Poilievre. Je suis comme, moi, pas de temps justifié, celle-là. Là. Que il est pareil comme Trudeau, puis c'est le WEF, puis je sais pas trop. T'es comme ça. C'est pas 100% honnête non plus. Par contre, tu parlais de vote stratégique tantôt.
Moi, je pense que le vote stratégique, les gens, ils sont. D'abord, les gens, votre vote vous appartient. Faites ce que vous voulez avec votre vote. C'est pas moi qui va vous dire pour qui voter. Exact. Moi, c'est sûr important. que. Moi, si tu me poses la question, si Bernier se présentait dans un comté où il y a des chances d'être élu, puis je sais que mon vote peut le faire rentrer, moi, je voterais pour lui, même si mon désir, ce serait plus de voter pour Poilievre dans un autre comté, parce que je veux qu'il soit au Parlement. Je pense qu'on aurait intérêt à ce qu'il soit, comme Duhem devrait y être au Québec. Exact. Mais même, je pourrais te dire, même plus saucé que ça encore, moi, si je suis dans un comté où il y a Stephen Guilbeault et que pour le débarquer, je peux voter pour n'importe qui d'autre, je vais le faire. C'est ça. Ça, c'est un vote stratégique. Ça, c'est stratégique. Frank, t'es rendu à quel âge? 35. T'as 35. À 35, je disais la même affaire. Moi, c'est juste que je suis rendu au bout de ma patente. Je comprends très bien ce que tu me dis là. Parce que plein de monde me le dit. Parce que moi, je tiens à le dire. Je dis pas aux gens de voter pour qui que ce soit. OK, les gens votent pour ce qu'ils veulent. Je le fais parce que j'ai trop souvent fait ce genre de patente-là, puis là, je suis tanné. Puis je trouve que Poilievre a joué tellement la trappe, il a tellement été... Parce que là, les gens m'écrivent « Ouais, mais Jeff, dans ton comté, puis là, il me calcule, il s'appelle le gars là, qui est député conservateur. S'il y a une montée, c'est fragile, il peut arriver... Regarde, là, je suis pas sûr que mon vote va faire la différence, là. Non. Mais j'ai le goût de... J'ai juste le goût de faire ça, puis je sais que c'est un vote perdu. Je le sais que c'est un vote perdu. Je comprends ça. Les animateurs de radio ou de podcast comme nous autres, la seule chose qui est le fun dans notre vie, c'est que notre vote, notre choix de notre côté, il est un petit peu bonifié. Dans le sens que quand tu dis ouvertement que tu vas voter pour Bernier, tu sais que c'est pas juste un vote, tu sais qu'il y a peut-être un petit peu plus de votes que ça. Mais ça, c'est un privilège que seuls certains gens dans les médias ont réellement. Puis by the way, on s'annule tout entre nous autres, là, parce que quand un bas de côté fait la même chose avec le bloc... ouais, c'est ça. En bout de ligne, ça n'a pas d'impact. Ça n'a juste pas d'impact. Moi, ce qui me fascine, c'est l'analyse politique qu'on peut faire, les mouvements, puis tout ça. Puis c'est ça qui est le plus pertinent puis intelligent là-dedans. Puis à un moment donné, tu es là, tu te dis, fuck, présentement, dans le niveau d'hystérie collective qu'on a, là, la bonne recette politique, ça me fait chier de le dire. Parce que c'est contre mes principes, c'est contre mes idées. La bonne recette politique à appliquer présentement, c'est Doug Ford. C'est ce qui est fait. C'est ça qui a été payant politiquement en termes de vote. La prime DOMI. La prime DOMI. Ça fait chier. Il s'est fait démolir sur toutes ces affaires. Il n'y avait même pas l'électricité pour faire ça. C'était même pas vrai, le 1 500 000. Il n'est même pas en position de faire ça. Même moins en position que le Québec. Sauf que le gars avec son show de boucan idiot, c'est la sortie dans laquelle il a embarqué tous les autres PM du Québec. Ça, c'est extraordinaire. Le gars, il a réussi à embarquer dans sa publicité de campagne parce que c'est ce que c'était. Quand ils sont allés, le voyage à 85 000 pour aller faire le tour de la Maison-Blanche, là. Il a rencontré le gars qui fait le café, puis l'autre qui fait les photocopies. Une dépense électorale. Ça, c'était une pub de campagne de Doug Ford, en réalité. Là. Regardez comment je mène tout le Canada. Ils ont réussi à faire passer pour le leader. Ils ont réussi à le faire passer. Lui, il a réussi à se mettre en scène. Encore hier, il était là-dessus. Ouais, moi, je le sais ce que Trump veut. OK, toi, tu le sais, puis tu le dis pas aux autres, innocents. Ouais, c'est ça. Je le garde pour moi. C'est ça qui est chiant. Puis moi, c'est le bout qui m'intéresse. C'est d'expliquer ce qui se passe. Puis je pense qu'on a plus d'outils après la pandémie pour expliquer ce genre d'affaires-là. Puis si on veut aller plus loin, lâchons un peu cette affaire-là. On est tombé sur du stock hier, Jeff, qui est quand même assez le fun. Diana Carney, la femme de Mark Carney. Il n'y a pas beaucoup de monde qui ont fouillé un peu sur elle. Mais moi, j'en ai parlé un peu, pas mal, là, parce que j'avais fait une petite recherche il y a une couple de semaines. Là. Mais je veux dire, il y a très peu de gens qui font ça au Québec. En fait, ce que tu te rends compte, c'est quand que Mark Carney devient directeur de la Banque d'Angleterre, autrement dit, autour des années 2012-2013, les médias anglais ont fait leur job. Les médias anglais ont fouillé tout de leur côté. Ils ont sorti des vieilles citations, des vieux tweets qu'elle a fait aussi qui étaient protégés à l'époque. Donc, ils ont trouvé le moyen d'avoir accès à des tweets protégés qui n'étaient pas accessibles au grand public. Il y a des affaires louches autour de cette madame-là. Là. Notamment, écoute, c'est de la vraie gauche caviar. C'est une gauche élitiste incroyable. Imagine-toi, là, c'est la femme, depuis 31 ans, c'est la femme du grand banquier canadien qui devient le grand banquier d'Angleterre. Puis on se demandait c'était quoi le lien. Ben c'est elle, dans le fond, elle est British, cette femme-là. Donc, Carney a la double nationalité à cause de ça.
la femme du grand banquier... Il y a triple nationalité. Il y a celle de ses parents qui ont été donnés, qui est irlandaise. OK. Et par le fait même, donc Grande-Bretagne, puis après Canada, où il a été élevé dans les territoires du Nord-Ouest. En tout cas, c'est compliqué, cette affaire, là. Mais le gars, la fille, elle a les deux mains dans le mouvement Occupy Wall Street en 2012. Oui. Ah oui. Le mouvement anti-bancaire le plus grand de l'histoire, là. Tu sais, je veux dire, ouais, mais t'es la femme du banquier central anglais. Ouais, c'est une hippie de gauche anti tout ce que son mari représente. Là. C'est ça qui est bizarre. Elle est très Pauline Marois. Tu sais, Pauline Marois n'était pas aimée au Québec, là, tant que ça. Là. Elle n'était pas aimée non plus au Canada anglais. Comment est-ce qu'on fait pour les gens qui votent NPD? Là? Comment est-ce que vous faites pour aimer Mark Carney alors que sa propre femme se lamentait sur les réseaux sociaux en 2012-2013 que l'allocation de 7 700 $ par semaine de Mark Carney pour se loger, c'est de l'argent, là, 7 700 par semaine, était insuffisante pour qu'elle puisse se trouver quelque chose de décent pour rester avec sa famille. Alors, elle avait fait le tweet. Ce que je comprends, c'est qu'elle avait fait le tweet pour essayer de dénoncer. Elle l'a vu sur son côté activiste. Là. Ouais. Le côté que les propriétaires, puis les grands groupes d'immobilier, puis les affaires-là fourraient tout le monde, puis que les petites familles n'étaient pas capables de se loger, puis qu'elle avait un gros montant, puis qu'elle-même n'était pas capable. Sauf qu'elle avait oublié de nous dire c'est quoi qu'elle recherchait. Là. Écoute, ouais, c'est parce qu'on s'est amusé un matin à regarder un peu là, sur puis là, ça, elle écrit ça en quoi, 2012? 2013. Excuse-moi, en 2013, les prix étaient pas mal moins élevés qu'en 2025. Moi, un matin, je m'amusais pendant qu'on faisait le podcast, on enregistrait, je suis allé voir à Londres sur des sites qui font du rent, là, de la location, avec des super penthouse, puis des super patentes sur plein de levels avec 3-4 chambres, puis le balcon. Il pouvait aller à la banque à pied, puis le prix qu'elle donne, c'est ça par mois. Là. Oui. Et elle l'avait par semaine. C'est du 6-7 000. Tu peux avoir de quoi là, de génial au cœur de Londres. Alors qu'elle, elle était... livres par mois. Elle disait, moi, j'ai ça par semaine, puis je suis pas capable de louer ça. Voyons. Puis il y a 15 ans. Et elle était pour la décroissance. Le livre que tu as fait, elle aurait pu être citée dedans parce que c'était une avocate de la décroissance, de vivre au minimum. Donc, elle en fait, tout le monde dit « Ah, mais elle est chic, elle est hippie, mais elle est pour une consommation au minimum. » Mais là, Chris, c'est pas ça tout pour où est-ce qu'elle vivait, là. La consommation au minimum, le penthouse à 7 000 $ par semaine. Par semaine. Puis, au début des années 2000, la fille a publié dans des journaux académiques. Elle a 5-6 publications de son côté. Puis quand tu lis les titres, tu te dis, aïe, man, c'était une woke avant l'heure, là. C'est une woke des premières heures. 2001, 2002, 2003, dans ces années-là, là, les publications loufoques woke qu'on peut voir au niveau académique en 2018, 2020, 2022, là, elle faisait ça de son côté en 2001, en 2002, en 2003. C'est une woke de la première heure, cette femme-là. C'est hallucinant. Moi, ça me fait capoter. Fait que de voir ça, je trouve ça fascinant. Et la presse canadienne ne fait pas sa job. Ben non. La presse anglaise le fait. Tu sais bien qu'ils ont tous vu ça. Voyons, Yann. Ils l'ont vu. Ils ont tout vu ça. Ils ont tout ça entre les mains. Ils en parlent pas. C'est capoté, pareil. C'est capoté. Moi, j'en reviens pas de l'état. Hey, on est là. On n'a pas d'équipe de recherche, mais on trouve tout ça facilement. Voyons. On va dire, commande. Eh bien, voilà pour Yann et Frank sur la version live de Radio Pirate. Il nous reste encore 35 minutes avec eux autres. Donc, on a 1 heure dépassée avec les boys sur la version Prime. Demain, on lance le week-end. See ya. Juste du bon stock. Every hour. Du bon stock. Radio-pirate.com. Get pirate or get out.